à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de la fédération. On est ravis de vous retrouver ce matin dans un nouveau numéro de l'œil de l'expert, donc on vous a concocté avec ma collègue Nadège. Un moment qui sera, on l'espère, à la fois inspirant, concret et un petit peu fun aussi. Donc, n'hésitez pas à bien vous installer, vous faire un petit thé, un petit café, surtout fermez votre boîte mail et coupez les notifications de vos téléphones. Puisque aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on parle tous, sans forcément toujours le maîtriser, l'intelligence artificielle. On en entend parler dans les journaux, dans les salons professionnels, sur les réseaux sociaux, dans les conversations aussi avec, les collègues à la machine à café. Mais ici, aujourd'hui, on voulait voir ce que ça change concrètement, pour nos métiers, dans nos offices, pour les équipes et pour les visiteurs de nos territoires. Et pour ça, on a invité quelqu'un qui ne vient pas de la Silicon Valley, mais qui vient du cœur de la Provence, du pays de Manosque, et qui a décidé de mettre l'IA au service de l'humain et du tourisme, Quentin Duroy. Parce qu'à Manosque, on ne fait pas que des amandes et des lavandes, on y fait aussi de la bonne innovation. Alors, je vais juste vous expliquer rapidement comment va se passer, ce petit webinaire aujourd'hui. On va commencer dans un instant, bien sûr, par une courte interview, avec Quentin pour apprendre, à mieux le connaître, à découvrir son parcours, ses débuts, avec l'intelligence artificielle. Et puis ensuite, place au concret. Donc, Quentin va nous emmener un petit peu en voyage dans différents, services de son office, où il a automatisé de nombreuses tâches et vous allez voir, nous, à la fédération, on a été, bluffés. Alors, il y a un petit disclaimer, quand même. Ce que Quentin va nous présenter aujourd'hui, il faut savoir que c'est quand même le fruit de nombreuses heures de travail. Il y a eu de l'apprentissage, il y a eu des tests, il y a eu des loupés, donc voilà, c'est pas quelque chose qui s'est fait, en un claquement de doigts, loin de là. Et l'objectif n'est pas non plus de, vous inciter à faire exactement la même chose, dans votre office de tourisme. C'est voilà, c'est vous montrer concrètement ce qu'il est possible de faire avec l'intelligence artificielle au sein d'un office de tourisme, pour vous inspirer et puis peut-être aussi pour vous donner envie, à votre échelle, d'aller plus loin que simplement discuter avec, notre nouveau meilleur ami à tous, ChatGPT. Et bien sûr, en fin de webinaire, on gardera un temps où vous pourrez poser toutes vos questions à Quentin, donc n'hésitez pas à les noter aussi au fur et à mesure, dans le chat. Et j'en profite, pour remercier chaleureusement l'Office, de tourisme et des congrès du Pays de Manosque et sa direction pour, mettre à notre disposition, Quentin ce matin. Et je remercie aussi Quentin pour le temps qu'il nous consacre ce matin et puis, pendant toute la préparation de ce webinaire. Et un dernier mot avant de se lancer pour rappeler quelques règles. On a coupé tous vos micros pour éviter tous les bruits parasites. Vous pourrez bien sûr les réactiver à la fin pour poser vos questions. Et en attendant, n'hésitez pas à interagir dans le chat, que ce soit poser des questions ou simplement avoir, des réactions, «Ah super, moi aussi». On adore, ça permet de couper un petit peu cette barrière, numérique, des écrans d'ordi entre nous, donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à participer. Nadège, ma collègue, garde un œil, sur le chat et on interagira avec vous, donc c'est avec grand plaisir. Alors, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à découvrir comment, à Manosque, un office de tourisme a réussi à gagner du temps, de la sérénité et même un peu de fun grâce à l'IA? Je vous en dis pas plus, on va démarrer et on va apprendre à mieux connaître notre expert du jour, Quentin Duroy. Quentin, bonjour déjà. Et salut Diane. Quentin, tu es, référent IA et Ouais, chef de projet web à l'Office de tourisme et des congrès du Pays de Manosque. tout à fait. Est-ce que déjà tu peux nous en dire un peu plus? Référent IA, c'est quoi en quelques mots? Parce que je suis pas sûre que ça existe dans beaucoup d'offices aujourd'hui, ce poste. Oui, alors en gros, il y a 4 axes pour un référent IA. Il va y avoir une première partie qui va être, tout ce qui va être chargé de l'élaboration de la stratégie, autour de l'IA dans un office de tourisme, enfin, en l'occurrence, chez nous. Et c'est extrêmement important parce que des solutions avec l'IA, il y en a des centaines, mais des solutions qui vont convenir à un office de tourisme, il y en a pas, enfin voilà, elles sont bien concrètes, bien précises, et c'est pour ça qu'il faut pas se disperser partout quand on commence à mettre en place une solution en termes
d'intelligence artificielle, sachant qu'en plus, on va le voir tout à l'heure, mais c'est énormément d'investissement pour mettre en place une seule solution. Le deuxième axe, ça va être vérifier et s'assurer que tout le monde respecte la charte d'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça, c'est extrêmement important parce que pareil, il faut que ce soit cadré quand tout le monde utilise l'IA. Après, la troisième partie, bah là, c'est à peu près ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, tout ce qui va être lié à être à l'affût des dernières mises à jour, des dernières nouveautés en termes d'intelligence artificielle, automatisation et agent IA. Je vous parle chinois, mais vous inquiétez pas, on va voir les termes juste après. Enfin, derrière, en dernière partie, ça va être tout ce qui va être l'écoute, énormément d'écoute auprès de toutes les personnes pour qui on développe des automatisations, auditer, développer des nouveaux outils qui vont répondre vraiment aux besoins de chacun. Voilà, je pense que ça définit bien mon métier, tout en faisant en sorte que bien entendu toutes ces automatisations et outils agents IA respectent la stratégie qui est fixée au sein de l'Office de tourisme. Bien sûr. Bon, donc c'est multicasquette, à côté de ton chef de projet web, ça fait, 2 gros morceaux quand même, à l'office de tourisme et c'est un rôle en effet, donc qu'on connaît pas encore, forcément, mais qui, on le souhaite et on l'espère, va, bientôt, voilà, se développer dans d'autres offices. Je vois que, Avignon dit: «Il n'y a pas encore de référent IA chez eux», donc peut-être que, bientôt il y en aura un qui arrivera. On voit aussi Quentin que si on s'intéresse un petit peu à ton parcours, tu es passé par du web, du marketing, de l'événementiel et cetera avant d'être référent IA. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le moment clé, le déclic, où tu t'es dit: «Ah oui, l'IA, j'y vais, ça va tout changer dans mon job»? Alors la réponse, elle est simple, c'est au tout début finalement. Je suis arrivé, donc j'ai fini mes études pour rien te cacher, en septembre 2022 et en novembre, début novembre, je suis arrivé à l'office de tourisme en tant que rédacteur web. Et la date exacte où je me suis dit: «Oh ça c'est pour moi», c'est le 30 novembre 2022. Donc c'est même pas un mois après que je sois arrivé finalement, Très rapidement. parce que ChatGPT 3.5 venait de sortir. J'ai fait: «Waouh, c'est incroyable!» Comme pour toute chaque technologie qui sort depuis que je crois que je suis enfant, puisque, je pense que je peux le dire, je tenais ma première barrette de RAM d'ordinateur à mes 4 ans et voilà, donc je suis à fond dans tout ça, depuis tout petit et là en fait du coup, vraiment, c'est au moment où j'ai vu ChatGPT 3.5, j'ai dit: «Ah ça, c'est l'avenir» et moi, je l'ai énormément utilisé au début, juste pour une tâche finalement très, très simple, mais qui n'est pas tant que ça pour moi. C'était corriger tout simplement mes fautes d'orthographe parce que je ne suis pas une flèche dans le domaine et c'est vrai que c'est par là que j'ai commencé et c'est vrai que c'est très utile quand on est rédacteur web au tout début. Oui. Voilà, pour répondre à ta question. Je confirme, moi aussi la correction d'orthographe parfois ça me sauve et donc à partir de là, donc tu es tombé dans la marmite, comme on dit et qu'est-ce que, quand tu t'es mis sur ce chemin, est-ce qu'il y aurait pas eu peut-être une anecdote, un peu marrante ou un loupé au début où voilà, tu t'es dit: «Bon, faut que je sois peut-être plus vigilant, faut que je fasse attention», voilà quelque chose que tu aimerais nous partager? Ouais, alors des loupés, il y en a toujours, hein. C'est quand on met en place des automatisations ou même des processus avec de l'IA, ça fonctionne rarement du premier coup, donc il y en a toujours, mais c'est maîtrisé parce que c'est un test. Par contre, il m'est arrivé vraiment une sacrée expérience l'an dernier, finalement, donc c'était il y a pas si longtemps que OK. ça, avec, Make, ma plateforme d'automatisation, que j'utilise pour l'office de tourisme. Ou pour la Foire au Santon, j'avais rédigé un article, donc je l'avais rédigé, cet article, pour mettre en avant l'événement, qui se Mmh. déroule dans le centre de congrès à Gréoux-les-Bains et le jour même enfin l'un des jours de la Foire au Santon, j'étais sur place, je participais à l'événement et là, je reçois des gens qui viennent et qui me disent: «Il est où le spectacle équestre de la Foire au Santon?» Et là, je commence à me dire: «Mais quel spectacle équestre, et vous avez vu l'info où?» Et là, on me dit: «Sur internet». Ah, je dis: «Non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est moi qui ai écrit l'article». Et là, en fait, je commence à creuser et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on en rigole tous, mais sur le moment, j'en ai pas rigolé du tout. Le ChatGPT, via Make, avait donc écrit un article et envoyé l'article sur le site. Bien entendu, l'article était même mieux référencé que le mien, donc il remontait plus sur internet, donc vraiment pour vous dire. J'avais bien fait mon prompt, le problème c'est qu'il n'avait pas de source d'information, donc il avait inventé qu'il y avait un spectacle équestre à la foire au Santon.
Voilà. Et là, je peux vous assurer que ce jour-là, on rigole pas parce que la presse, bien entendu, qui ne lit plus le contenu, avait fait un beau copier-coller, c'était ressorti au niveau de la presse aussi. Enfin voilà, et c'était le grand délire, mais ça a été formateur puisque maintenant je mets ce que j'appelle des garde-fous à chacun de mes scénarios pour éviter que ce genre de situation se reproduise. Mais voilà, aujourd'hui on en rigole, mais à l'époque, pas tant que ça, quoi. Oui, quand on le vit, c'est un peu moins marrant tout de suite. En effet, Ah un oui, oui. spectacle équestre imaginé par l'IA finalement. Exactement. Mais comme tu dis, au moins derrière, ça sert voilà, d'avertissement, de toujours rester bien vigilant à la façon dont on utilise l'IA et à ce qu'on en fait derrière et à garder un certain contrôle humain aussi C'est pour ça. éviter ces désagréments. Et puis enfin, dernière question, si tu devais te décrire ou te définir voilà, en trois mots, quels seraient-ils? Alors, on n'est pas en entretien d'embauche, hein, mais ça nous aide quand même un peu à mieux cerner ta personnalité. OK, alors ça, c'est vrai que c'est une sacrée question, c'est toujours dur de répondre à cette question. Je dirais, passionné du coup forcément, passionné, sociable et sincère et si comme du coup je vais peut-être devoir ajouter un défaut, je vais dire gourmand. Voilà. Bon, c'est un beau portrait, et puis je pense que passionné, il y a vraiment pas de doute, vu ce que tu vas nous présenter tout à l'heure et ce que tu nous as déjà dit. En effet, voilà, la passion, je pense, de la tech et de l'IA se ressent vraiment, même à travers des écrans. Si je me permets, on a un petit sondage à lancer. Autant pour moi. Eh ben, on va lancer le petit sondage maintenant. Donc la première question qu'on voulait vous poser, c'est l'IA et vous, c'est plutôt une énigme totale, je ne sais pas par où commencer. Une curiosité lointaine, j'observe de loin, sans trop y toucher. Une relation, je t'aime moi non plus, je teste mais je ne maîtrise pas encore. Ou une véritable histoire d'amour, je l'utilise tous les jours. Alors, il y a quelques personnes qui n'ont pas encore répondu, mais je pense que ça n'inversera pas la tendance. Donc, on voit quand même que beaucoup d'entre vous utilisent l'IA, testent, mais en maître totalement de ce sujet-là, je pense que ça résume bien quand même nous ce qu'on observe aussi dans le réseau, avec quand même bon, voilà, certaines personnes qui sont tombées dedans aussi en amour, comme Quentin, et qui l'utilisent vraiment, vraiment quotidiennement. Deuxième question un peu plus poussée. Est-ce que vous avez déjà un agent IA dans votre équipe? C'est là où on va voir Voilà, moi je suis curieux. voilà, à quel point vous utilisez l'IA et dans quel contexte? Je remarque que les pros IA quand même, c'est les premiers à répondre, hein. Ceux qui préfèrent les collègues humains, ils ont raison aussi, c'est important quand même. L'un n'empêche pas l'autre, d'ailleurs. Exactement. Alors, on vous cache pas qu'on s'en doutait un peu, mais on était quand même curieux de voir ce qui allait ressortir. Donc, il y en a quelques-uns d'entre vous qui utilisent déjà les agents IA. Pour beaucoup, c'est pas quelque chose sur lequel vous avez encore passé le cap. Ben, on espère que ce webinaire vous donnera envie de le faire. Prochaine question, avez-vous déjà pratiqué l'automatisation et laissé une machine bosser totalement à votre place? Pas mal de personnes qui n'ont pas encore franchi le pas. Mais bon, je peux vous garantir que nous, avec les échanges qu'on a eus avec Quentin, à chaque fois on est ressorti de là avec Nadège, on s'est dit non mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça plus tôt? Faut absolument qu'on s'y mette. Alors bon, pour ne rien vous cacher, on s'y est pas encore mis, mais ce n'est que partie remise. Dès qu'on aura un petit peu de temps à dégager là-dessus, je pense on sautera dedans aussi. Donc il y en a quand même quelques-uns qui ont testé, hein. On voit, il y a une petite dizaine de personnes qui ont quand même essayé. Ensuite, soyons honnêtes. On veut vraiment de l'honnêteté. Est-ce que vous arrivez à faire tout ce que vous avez à faire au boulot en une journée ou en une semaine? Ah ouais, là, au début, j'ai vu pas vraiment, j'ai souvent l'impression de courir après le temps, mais ça, je m'en doutais, hein. Je vois qu'on a tous le même problème. On a tous le même problème. Mais rassurez-vous, avec l'IA, on peut quand même s'aider sur certaines tâches. Et justement, pour ceux à qui il manque quelques heures dans la journée, on peut réussir en grappiller quelques-unes et revenir à un équilibre plus réaliste. Enfin, quelle tâche est-ce que vous rêveriez d'automatiser dans votre office? Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être des publications sur les réseaux sociaux, répondre à des mails, faire des comptes rendus de réunion, saisir des données. C'est génial. Je vois c'est exactement ce qui retombe de certains audits que j'ai fait au niveau de l'OT.
Ah ouais, non, là, oui, d'accord, ok, mais ouais, c'est vraiment exactement ça. C'est des sujets que j'ai vus au sein de l'Office de tourisme hein, et à laquelle on a déjà répondu. On a quand même pas mal d'API. Alors j'essaye de suivre, mais avec les mots qui bougent en même temps, c'est... Moi, ça, moi, la gestion des plannings, la gestion des mails, la partie web, forcément, voilà, je suis votre client. Les comptes rendus de réunion. Ouais, les comptes rendus de réunion, c'est comme API, hein. Ça a l'air Ah ouais, d'être un ouais, vrai ça a l'air d'être sujet. ça a l'air d'être un sujet quand même, hein. Il y a un peu de gestion des réclamations aussi. Ouais, mais je l'ai eu ça aussi Ouais. au niveau de la RH notamment et de l'accueil chez nous, hein. C'est là qu'on voit quand même que les besoins sont globalement similaires. On fait tous face, ouais, aux mêmes problématiques. Il y a quand même aussi pas mal de réponses qui tournent autour de la création de contenu en tout genre. J'ai vu des réseaux sociaux, j'ai vu des newsletters, des articles. Moi, j'ai vu de la compta aussi. On essaye de suivre un petit peu vos réponses, hein, mais comme vous voyez avec nous, ça bouge, donc on essaye de se concentrer au mieux pour suivre tout ça. Bon, bah, ça fait Ouais, ça fait pas mal. le café. Ça fait le café là, ouais, pour le coup, Ah bah, non, non, mais je rigole parce que je vois que aurait peut-être apparemment besoin d'un petit robot qui lui prépare son café le matin quand il arrive. on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Puis là, du coup, faut investir dans le robot aussi. Là, on va C'est plus partir les sur mêmes coûts, mais sur l'humanoïde là. voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire, tous ces mots? Tu me dis, c'est finalement un petit peu tout ce qui ressort de toi, des Ouais. audits que tu as fait aussi en interne Ah oui, dans ton franchement, office. on y est, il y a quasiment rien. Il y en a quelques-uns, mais c'est parce que c'est très très spécifique. Mais il y a quasiment rien qui ne rentre pas dans ce que j'ai vu au niveau des audits chez nous. En fait, c'est exactement ce qu'on a chez nous, quoi. Ouais, c'est les principales mêmes problématiques. Mm, mm, mm. Ben, écoute, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on se lance et puis que tu Bah nous ouais. parles du coup un petit peu de ce que tu as mis en place. Ouais, tout à fait, on fait comme ça. Donc, je vais rappeler du coup l'objectif du webinaire, c'est que bon, bah là, je vois que vous êtes déjà tous plus ou moins convaincus, mais que le futur appartient aux personnes qui vont utiliser l'IA en plus de nos savoirs humains. Et la question, c'était aussi de savoir comment on intègre l'IA au quotidien dans nos pratiques métiers. Après, comme là, on l'a vu, on a à peu près 1 heure. Je vais pas être là pour vous apprendre finalement comment on va réaliser ça, mais plutôt pour vous montrer comment vous allez pouvoir libérer du temps pour le réinvestir dans des tâches à valeur ajoutée pour vous. C'est l'objectif principal. Vous allez voir aussi que c'est énormément d'investissement. Mais enfin d'investissement en termes de humain, voilà, pour apprendre à déployer ces automatisations. Mais donc voilà. Et là, on va pas du tout parler de stratégie, comme on a pu voir tout à l'heure. Ça va vraiment être que du concret, des résultats au sein de notre office de tourisme. Donc, on va passer sur les différentes phases d'utilisation de l'IA. Comme ça, au moins, on va être tous raccords quand je parlerai des différents concepts. Donc la phase 1, c'est l'intelligence artificielle générative. On définira le concept juste après. Mais en gros, c'est quand vous utilisez ChatGPT quotidiennement sur votre plateforme web, ChatGPT ou plein d'autres outils d'intelligence artificielle générative. C'est euh, c'est cette phase 1 que quasiment tout le monde maîtrise plus ou moins aujourd'hui. Il y a une phase au-delà qui est l'automatisation et c'est là un peu mon côté de spécialiste sur ce domaine-là. L'automatisation peut s'utiliser sans l'IA également, mais bon, à mon niveau aujourd'hui, j'intègre de l'IA dans quasiment toutes mes automatisations. Et là, on va être plus sur la demande pour une tâche spécifique. On va être sur quelque chose où on va avoir une suite d'événements prédéfinis qui sont récurrents chez vous. C'est cela on voyait tout à l'heure au niveau du sondage, la gestion de mail, la saisie Apidae. Et, euh, et, euh, et donc voilà, donc là, c'est vraiment sur un enchaînement de tâches prédéfinies. Et là, on va être sur des tâches qui vont se déclencher automatiquement sans que vous n'ayez besoin de faire quoi que ce soit, vous, en amont. Et c'est là que c'est bien de mettre des garde-fous, d'être prévenu quand une tâche est réalisée. Mais on va voir ça juste après. Et enfin, la phase intermédiaire qui peut être utilisée via Make ou plein d'autres outils. On verra les outils qu'on peut utiliser, hein, bien entendu. Ça va être la phase de l'agent IA, qui est différent de l'intelligence artificielle générative, puisque là, on donne la main, enfin, on demande ou on reçoit un message du robot. Moi, j'appelle ça le robot, mais c'est un agent IA.
du robot qui va vous dire ah Quentin, tu as reçu telle note sur Google, il faudrait y répondre, mais je t'ai fait des propositions, voilà ce que tu peux y répondre. Toujours avec un garde-fou pour que vous ayez l'action finale derrière. Donc là, voilà. Et là, l'agent IA, il a cette capacité d'utiliser l'ensemble des outils que vous utilisez au quotidien. Alors, qui ont une API ouverte, bien entendu, comme Apidae, par exemple. Parce que pour reprendre vraiment ce sujet que j'ai pu voir avec vous lors du sondage. Et la phase 3, ça va être l'IA autonome. Donc, on n'y est pas du tout encore aujourd'hui. C'est plus communément appelé l'AGI, l'intelligence artificielle généralisée. Où là, on va être sur un niveau d'IA qui soit une seule IA qui sera capable de faire la même chose au même niveau qu'un humain. Et on ne parle pas du coup de super intelligence ou la super intelligence, pour le redéfinir le concept, c'est frais. C'est en gros une IA qui sera plus compétente, plus intelligente qu'un humain. Là, on est dans le futur, je ne sais pas si très 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 lointain, mais je l'espère pour nous, parce que ça fait un peu flipper, quand même. Alors que pourtant, je vous assure que moi, je suis un enthousiaste de tous ces sujets-là. Voilà, donc là, on a défini les différentes phases d'utilisation de l'IA, il n'y a pas de questions? OK. Bon, alors on va commencer notre premier cas pratique avant même d'aborder le sujet, parce que ça va vous permettre de vous montrer finalement comment moi je travaille au quotidien. C'est-à-dire que là, pendant 1 heure, je vais vous faire cette présentation et derrière, il y a quelque chose qui va travailler en fonction de ce que vous m'aurez demandé de faire. Donc on va faire ce que moi j'appelle un peu de magie, même s'il n'y a pas grand-chose de magique, tout est pensé bien entendu derrière, avec ce cas pratique. Et il se trouve justement qu'il concerne la mise à jour et la recherche d'informations automatiques via Apidae. Donc je vous invite à me donner trois ou quatre établissements de votre choix, sans me dire le village ou rien que quoi que ce soit, juste le nom de l'établissement. On va le saisir dans une base de données touristique que j'ai fait maison, puisque je ne peux pas vous révéler non plus tous nos secrets au niveau de l'OT sur le déploiement. Mais on a conçu ce petit atelier pour que vous puissiez voir en gros que tout le travail va se faire pendant que je vous parle. Voilà, n'hésitez pas dans le chat à nous envoyer quelques noms d'établissements de votre territoire ou d'ailleurs que vous connaissez, que vous appréciez. Ça peut être Voilà. des hôtels, des restaurants, des commerces. Quentin, tu pourrais nous montrer ton écran là où Oui, tu oui, travailles? bien sûr. Ben voilà. Oh, regarde, je vais bouger. Donc là, voilà, on a créé on a créé une fausse base de données touristique. Et l'idée, c'est de vous montrer que tout est automatisé au niveau de la recherche des informations. Alors là, c'est moi qui vais le déclencher manuellement pour l'exemple, mais dites-vous que ça, je ne m'en occupe plus. Aujourd'hui, c'est vraiment automatisé. Et derrière, c'est le propriétaire de l'établissement qui valide ou pas les informations et qui a la possibilité de les corriger. Hop. Et alors là, vous allez voir la particulier de cet atelier, parce que c'est important, il faut vraiment se mettre dans un contexte concret. C'est que, imaginez que l'information qui remonte n'est pas la bonne. Il faut sourcer l'information auprès du prestataire pour lui dire, bah oui, mais moi j'ai trouvé l'information ici. Et là, en fait, pendant qu'on fera cette présentation, notre outil, donc notre agent IA qui s'appelle Apidia, va venir chercher, c'est le nom que je lui ai donné, hein, va venir chercher les informations. Et derrière, il va sourcer aussi l'info pour voir où est-ce que c'est. Et vous verrez ce petit côté, c'est la magie. Bon, là, je l'ai lancé, mais mais dites-vous que normalement, ça se lance automatiquement quotidiennement. Je n'ai plus besoin de m'occuper de ça. Et vous verrez comme ça comment on fait pour économiser vraiment beaucoup de temps de travail. Alors là, c'est pas pour moi, c'est pour les agents d'accueil en l'occurrence. Hop là. Ok. Si tu veux voir à quoi ça ressemble. Hop. Ouais, Ouais, je si c'est pense que les possible. gens auraient bien aimé, ouais. Voilà. Donc là, on vient de lancer l'automatisation et la recherche, elle va se faire. Vous voyez, adresse, ville, code postal, téléphone, la description de l'établissement. En fait, c'est à peu près c'est que quelques critères par rapport à tout ce qu'il y a comme critères dans une base de données touristique Apidae. Je prends Apidae vraiment pour l'exemple parce que c'est ce qui est remonté le plus. Mais c'était pour vous montrer que la recherche peut être faite automatiquement. Et derrière, si on va encore plus loin, derrière, ça retourne directement dans la base de données touristique. C'est-à-dire que là, on fait la recherche, mais une fois que les données sont copiées dans notre base, elles sont soumises automatiquement à Apidae pour mise à jour et validées par l'agent d'accueil. Donc, il n'a plus qu'un clic à faire, là où avant, il y avait tout le travail de recherche. Mais on s'attardera là-dessus tout à l'heure. Donc, on va revenir du coup au vif du sujet sur les capacités de l'intelligence artificielle, donc qui est quasiment
un usage par outil d'intelligence artificielle générative, à part ChatGPT qui fait des images et plein d'autres choses. Là, vous voyez, c'est un peu mes références du coup pour tout ce qui va être utilisation ponctuelle d'un outil d'intelligence artificielle généralisée pour différentes tâches. Donc la création de voix off, les LLM, Large Language Model, du coup type ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek ou Perplexity. On va avoir, il y en a d'autres, hein. Il y a Mistral aussi. Je suis désolé, j'ai pas cité le français. Il va y avoir tout ce qui va être création de musique avec Suno, Sandro notamment, et puis après tout ce qui va être édition de vidéos et images avec Google Nano Banana, encore une fois Gemini, euh, n'importe quoi, VO3, bien que Gemini fasse aussi des choses, je crois, Ailuo AI, Kling, Midjourney ou Sora 2, qu'on ne peut pas utiliser en Europe, sauf si on passe par des plateformes détournées, mais voilà, ça c'est un autre sujet. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer tout ce qu'on peut faire finalement sans besoin de connaissances particulières, avec l'usage de l'intelligence artificielle générative. Donc on va essayer de redéfinir un peu qu'est-ce que c'est que l'IA et l'automatisation. Donc l'IA, c'est la définition, c'est pas une définition de ChatGPT, c'est moi qui ai vraiment pris le temps de l'écrire. J'aurais pu automatiser cette présentation, je l'ai pas fait, hein. L'intelligence artificielle, c'est la simulation de processus cognitifs humains par des machines, notamment par l'apprentissage, le raisonnement et la résolution de problèmes. Je vous laisse la définition ici, mais je pense que ça résume vraiment très bien comment fonctionne l'IA générative aujourd'hui. Donc, comment ça fonctionne? Concrètement, l'utilisateur, il se rend sur une plateforme d'IA générative et il soumet un prompt, la requête, si vous voulez. Et l'IA, derrière, répond. Bon, là, jusque-là, je ne vous apprends rien puisque c'est ce que vous utilisez tous aujourd'hui. Et on ne s'attardera pas trop sur ce sujet-là, puisque nous, on ira plus parler d'automatisation. Ensuite, donc là, je vous présente rapidement mon agent IA, Otto. Je vais lui donner une petite apparence visuelle, je l'ai trouvé mignon. Ça a été une image qui a été faite avec ChatGPT, pour rien vous cacher. Et du coup, voilà, c'est l'icône de notre agent IA à l'Office de tourisme. Auto pour Office de tourisme ou automatisation. Alors maintenant, on va parler vraiment de l'automatisation. Je vous l'ai déjà plus ou moins introduit, mais en gros, c'est on délègue à une machine qui va lancer tout seul une suite d'actions prédéfinies. Tous les jours à 9 heures, je veux qu'il trie mes mails. Tous les jours à 9 heures, il va trier mes mails. Tous les jours à 3 heures du matin, je veux qu'il mette à jour la base de données touristique. Tous les jours à 3 heures du matin, il va mettre à jour la base de données touristique. Et si c'est plusieurs fois par jour, il le fera plusieurs fois par jour. Comment ça fonctionne? Alors, j'aime bien parce que j'ai fait des images qui sont très exagérées par rapport à la situation réelle, mais voilà, c'est parce que moi, j'aime beaucoup m'amuser aussi dans mon métier. L'utilisateur, il constate qu'il a une tâche récurrente à accomplir et qui est un peu chronophage. Il ne va pas forcément avoir de valeur ajoutée pour son métier. Il programme l'automatisation, donc avec ou sans IA, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des choses il peut y avoir des automatisations sans intelligence artificielle, et il réalisera de façon autonome chaque tâche récurrente de son côté. Et pendant qu'il vous parle, pendant que je suis en train de vous parler en ce moment, l'utilisateur, il a une armée de robots qu'il soutient dans ses actions quotidiennes. Là, en ce moment, je vous fais la démo pour la base de données touristique, mais derrière, j'ai quand même des robots qui travaillent pour faire mes missions quotidiennes. C'est le principe de l'automatisation. Concrètement, dans notre office de tourisme, je vous donne quelques chiffres parce que ça peut intéresser. Qu'est-ce que ça donne? Aujourd'hui, depuis le mois d'août, on a 15, non, depuis le mois de juillet, on a 15 audits qui ont été réalisés auprès de tout le monde. C'était les demi-journées passées en fait avec chacun des membres de l'office de tourisme. On en a fait 15 sur les 19 qui sont prévus, et de voir comment ils travaillent et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour automatiser et les accompagner au niveau de leurs tâches, que ce soit avec l'utilisation d'un assistant avec l'IA générative ou d'automatisation, voire d'agents IA. Donc moi, ça représente aujourd'hui 80% de mon temps de travail qui est automatisé, 80% de mon temps de travail de chef de projet web. Aujourd'hui, il n'y a rien qui n'est automatisé au niveau de mon poste de référent IA. Parce que sinon, je pense que là, on n'a vraiment plus de métier. Si on commence à automatiser l'automatisation. Voilà. Ça représente à peu près, alors je dis 80%, mais ça représente entre 24 et 28 heures parce que je n'ai pas toutes les mêmes semaines le même planning, mais c'est pour vous donner cette indication. Et bien entendu, moi j'ai 80% parce que la plupart de mes tâches sont en tant que chef de projet web,
sont sur un ordinateur et sont liés à des outils dont l'API est ouverte, mais ce n'est pas possible pour tous les métiers. Je suis désolé de vous le dire. Et après, pour en arriver à ce stade-là, ça a été des heures et des heures de travail, y compris des nuits, pour automatiser le plus de tâches possible et faire en sorte surtout que les automatisations soient fiables. Et je voyais dans le sondage que des personnes disaient, moi, je fais de l'automatisation, mais je ne suis pas encore convaincu de la réussite enfin, de ce qu'il fait. Et je comprends parce que j'ai rencontré énormément ce type de problème avant d'avoir des choses fiables. Au total, c'est 162 heures, donc sans parler de mon poste, qui sont gagnées par l'Office de tourisme sur des tâches qui sont automatisées aujourd'hui. Il y a 96 tâches à automatiser, donc 96 tâches différentes à automatiser pour l'ensemble de l'OT. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est énormissime. Bon, moi, j'ai du boulot jusqu'à un certain temps, puisque du coup, c'est moi qui automatise les tâches de chacun. Mais voilà, c'est pour vous donner quelques chiffres. C'est assez faramineux, mais voyez le temps que vous pouvez gagner. Donc là, je vous propose qu'on fasse ensemble une journée avec l'IA, les automatisations, les agents IA pour vous montrer du concret de comment on l'utilise nous au quotidien au sein de l'OT en fonction des différents services et en fonction des différents postes. Alors, je vous montre avant ça vraiment du concret. Mon planning du 17 juin 2025, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, regardez bien, mon planning, c'est mon planning avant automatisation. On a vraiment joué le jeu, on a fait cette expérience avec mon directeur. Et tout ce que vous voyez en jaune va être juste après comprimé parce que toutes ces tâches-là vont être automatisées. Donc, c'était de la rédaction d'articles, hein, d'où mon poste de rédacteur web. Toutes ces tâches-là vont être automatisées et vont être comprimées du coup en termes de temps. Et c'est là que vous allez comprendre comment on peut gagner vraiment beaucoup de temps de travail et de la productivité. Pas forcément pour boire plus de café, hein, quand même, hein, je le précise. Mais c'est pas Nadège. Donc voilà, donc ça c'est l'avant, et où finalement je m'aperçois que comme vous, je n'ai pas de temps du tout pour faire toutes mes missions en tant que chef de projet web. Et ça, c'est l'après. Et là, ça commence à claquer très fort, puisque du coup, la partie jaune que vous voyez qui prenait quasiment tout mon planning est maintenant comprimée uniquement dans cette partie-là. Et encore, pour vous dire, le Auto a travaillé donc mon robot, mon agent IA a travaillé 1 heure, donc de 9 heures à 10 heures, et le reste du temps que vous voyez ici, c'est moi, le temps que je fasse la vérification. Donc j'ai été plus long à vérifier que lui qui est son temps de travail. C'est assez fou. Donc voilà, c'est pour vous montrer à quel point l'automatisation, ça peut être incroyable. Alors, exemple au niveau de la communication et du développement. Donc là, on est vraiment sur un assistant qui soutient, qui ne va pas remplacer la tâche dans cette première phase. Donc là, c'est vraiment pour notre social media manager. Elle a fait plusieurs affiches à l'aide d'intelligence artificielle. Là où avant, on passait par des graphistes, là, aujourd'hui, c'est elle qui a une formation de graphiste en plus, passe par l'intelligence artificielle pour réaliser les visuels. Donc, elle m'a quand même dit de le repréciser. Pour elle, c'était 12 heures de prompt pour avoir 12 heures de prompt plus le travail derrière de montage pour avoir le résultat que vous avez sous les yeux, basé sur 4 images différentes. Donc après, il y a du Photoshop et tout ce qui va bien, hein. Et plus de 70 images générées que je vous partage ici pour cette affiche du 14 juillet. Donc vous voyez, on avait des choses qui étaient complètement différentes. Et après, il fallait trouver la bonne Marianne, le bon château et atteindre le résultat que vous avez pu voir. C'était un travail faramineux, mais aujourd'hui, ça a permis de quand même gagner du temps et de ne pas passer par un graphique, parce que nous, on avait tendance à beaucoup extérioriser les tâches en externe. Et là, aujourd'hui, elle a pu faire tout toute seule. Et pour un résultat qui est quand même ultra pro, je trouve, après c'est mon jugement. Et là, voici d'autres affiches qui ont été réalisées, du coup, pareil, avec l'IA et le travail de ma collègue dessus. Là, on est sur des stories, donc on avait pour plein de thématiques différentes, notamment le 1er avril, je crois. Et je ne sais pas si vous avez vu, elle avait même créé des stories animées. Alors là, c'était animé avec Midjourney, si je dis pas de bêtises, pour le VTT. Là, encore une fois, d'autres illustrations qui ont été utilisées pour de l'illustration de fiches Apidae. Vous voyez, on revient finalement à la base. Là où on n'avait pas d'illustration, et ben, elle a généré des images qui ont permis d'atteindre ce résultat-là. Changement de sujet. Donc là, on va partir sur du développement
Et on a un projet, donc le Grand Bouillon, donc qui est un festival de la soupe, avec une randonnée. Donc je vous mets vraiment dans le contexte. Et dans cette randonnée, il y a un parcours avec des petits quiz. Et avant, on avait quelqu'un qui faisait la voix off pour lire. Alors, même au premier stade, on n'avait pas de voix off. Ensuite, on a eu quelqu'un qui s'est mis à faire des voix off. Et là, aujourd'hui, on utilise Google AI Studio pour faire les voix off de ce quiz. Je vous partage du coup. Gargantua, ainsi que leurs amis, offrirent à celui-ci un gigantesque repas. Pour l'entrée, 5 charrettes de pommes de terre et de côtes de bœuf lui furent apportées. Bon, je vais pas encore plus loin, mais vous avez compris l'idée. C'est que là, on est sur quelque chose qui est ultra réaliste. C'est le pôle développement du coup qui utilise cet outil. Et du coup, on a des voix off aujourd'hui qui se font en 2 minutes et super rapidement, quoi. Donc là, on est passé par la com, on est passé au développement. Et là, on va voir pour la suite, parce que je pense que c'est important de le redéfinir, les différents types d'automatisation. Alors, on rentre un peu plus dans le technique. On a 2 types d'automatisation. On va avoir l'automatisation par API, ce dont je vous parle depuis le début. Il y a donc 3 outils. Là, c'est là que vous pouvez prendre des notes. Il y a 3 outils pour automatiser vos tâches aujourd'hui qui ressortent vraiment principalement. Vous avez donc Make, celui que moi j'utilise pour l'Office parce qu'en fait finalement c'est le plus accessible en termes de compétences et de connaissances pour commencer à mettre les mains dedans. En plus de ça, il faut prendre en compte que les données qui circulent restent en Europe. Donc vos données n'iront pas aux États-Unis comme pour Zapier. Zapier est plus simple d'usage que Make, mais les données vont sur les serveurs américains. Donc c'est à vous de faire votre choix là-dessus. Et dernier choix, qui est N8N. Alors N8N, le champ des possibles est encore plus important que Make, mais par contre, il est beaucoup plus technique à appréhender. Et quand on n'est pas du métier, je ne le recommande pas. Moi, j'utilise pour le cas personnel, mais pas du tout du coup pour l'office de tourisme. Donc voilà. Et donc le fonctionnement par API, c'est-à-dire que là, le robot, il va venir toucher directement à la base de données. Il va pas venir sur votre écran faire des modifications comme nous, un humain, quand on bouge la souris. Enfin voilà, on n'est pas du tout, on est sur quelque chose qui va venir modifier une base de données ou réaliser des actions avec des modules bien définis au niveau d'une base de données. Dit comme ça paraît compliqué. Je vous assure que ça va. C'est pas trop dur. Et vous avez l'automatisation UI, et il y a plein d'outils, mais il y en a un à retenir parce que vous pouvez l'utiliser, c'est OpenAI Agent, qui se trouve pour toutes les personnes qui ont l'abonnement plus sur ChatGPT. Et là, on est sur un ordinateur virtuel, et vous allez voir comment ça fonctionne après. J'ai pris un exemple. Un ordinateur virtuel qui va travailler à côté de vous. Donc, si vous avez 2 écrans, c'est parfait, à votre place. Donc, au niveau des exemples de fonctionnement, je vous reprends vraiment la cas pratique en lien avec mon boulot à moi. Mon directeur qui m'envoie un mail, il me dit il faut faire la promotion de la 4e journée de la pistache du 28 septembre 2025. Et bien entendu, vous vous doutez bien que comme vous, quand l'info elle arrive presque à la dernière seconde et qu'on n'a pas le temps de s'en occuper, on se dit il me faut la fameuse journée de 30 heures que vous avez vous aussi recherchée. Mais c'était sans compter sur l'aide de notre GPT agent qui a réalisé en à peu près 2 ou 3 minutes. Il s'est connecté donc depuis un ordinateur virtuel sur WordPress, le WordPress de notre hôté, parce que je lui ai donné l'accès. Et il est allé, hop, déposer l'article en fonction des pièces jointes du mail précédent que je lui avais mis à disposition et les illustrations. Bien entendu, je lui demande même de faire la rédaction de manière à ce qu'elle soit le plus SEO possible. Alors, sur notre site, on utilise Yoast. L'un de nos sites, en l'occurrence sur ce site-là, c'était Yoast. Et en fait, du coup, il a écrit l'article tout seul. Moi, j'ai gagné énormément de temps dans le sens où derrière, j'avais juste à faire une vérification pour m'assurer que les informations étaient bien les bonnes et qu'on respecte un peu tout ce qui est réglementation en termes de SEO et faire remonter le contenu. Il faut toujours, dans une automatisation, surtout quand c'est pour du web, mettre enregistré en brouillon. Jamais en publié, sinon vous aurez le même cas que moi pour la foire au Santon. Ça peut arriver, donc je vous le souhaite pas. Ah oui, après il a continué et l'automatisation a duré une demi-heure. C'est plus de temps que ce que moi j'aurais pris pour écrire l'article, je pense. Mais j'ai envie de vous dire, on s'en fiche, puisque ce n'est pas vous qui faites le travail et qu'il y a quelque chose qui le fait à côté, qui prenne
2 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Voilà, la tâche, elle est faite à côté. Et ça, ce que vous avez juste, allez sur ChatGPT, dans votre description de tâche, vous sélectionnez agent et il va faire le travail derrière. Donc, je ne vous montre pas jusqu'au bout, mais vous avez compris l'idée. L'article est ensuite sorti. Donc, voilà. Et là, on va passer au stade supérieur, le stade 2. L'assistant qui va effectuer les tâches chronophages à votre place. Je prends un exemple, celui de notre responsable événementiel. Notre responsable événementiel, donc là, on va parler d'automatisation. Elle arrive chaque matin à 8h30 au bureau. Elle reçoit chaque jour entre 5 et 10 mails de courriers de différents groupes d'artistes, d'exposants qui souhaitent être programmés pour un événement. C'est elle qui gère la planification des artistes. Elle consacre à peu près 20 à 40 minutes par jour à répondre à la mano, une réponse personnalisée pour dire que la programmation de 2025 est bouclée. Et là, j'ai envie de vous dire, imaginez répondre de façon personnalisée à 10 personnes par jour, passer 40 minutes à répondre toujours la même chose de façon personnalisée. C'est ultra chronophage. Donc là, l'idée, c'est d'avoir moins de clics, plus de café et surtout plus de temps pour du travail à valeur ajoutée parce que, comme nous tous, elle est débordée, donc ça lui allège surtout le planning plutôt que de lui laisser du temps pour le café. Otto donc intervient à sa place puisqu'il va consulter à 8 heures, donc avant même qu'elle vienne travailler, les mails, ses mails, et lorsqu'il s'agit d'un mail en lien avec une demande de programmation, il y répond et il va y inscrire dans un tableau toutes les actions qu'il a réalisées. Et elle arrive à 8h30, elle consulte le rapport, que je vais vous montrer bien entendu après, je vais vous montrer un exemple, par Otto toutes les 5 minutes. À 11h, Monsieur Dupont, du coup, pour prendre l'exemple, il contacte notre responsable événementiel. Il a reçu la réponse de Marie, enfin de notre responsable événementiel, qui a été rédigée par Otto. D'après vous, vous avez reçu, la personne vous appelle pour un mail que vous n'avez pas envoyé. Comment réagissez-vous? Bah, c'est un peu la panique hein, quand même. Hein. Mais vous en faites pas. Otto, il a envoyé le lien, donc le lien de la base de données où se trouvent tous les échanges. Donc, notre responsable événementiel, elle est ultra sereine derrière, puisqu'elle a juste à ouvrir le tableau, elle voit ce que Otto a écrit en le nom de la responsable, et derrière, hop, elle a juste à reprendre et elle voit elle sait comment répondre à la personne directement. Je vais vous montrer ce que ça donne concrètement. Donc, au niveau de mail, là, on a une lecture de mail. Vous aurez la thèse, hein, de toute façon, voilà, derrière. Vous pourrez les réutiliser. Ça vous fera gagner quelques heures de recherche et développement. Lecture de mail. On vérifie si ce n'est pas quelqu'un de l'office qui envoie le mail, parce que parfois on transfère des mails nous-mêmes qui sont dédiés à notre responsable événementiel. Donc l'idée, c'est pas qu'on ait une réponse d'auto, parce que ça ne nous concerne pas. On utilise un détecteur de démarchage. Si le détecteur de démarchage dit ah oui, attention, ce mail-là, c'est pour être programmé. C'est plus complexe que ça en vrai dans le prompt, mais c'est pour résumer. On met le texte, donc la donnée du texte qui est au format HTML, on la met au format texte. Ensuite, on répond au mail de façon personnalisée et vous verrez le résultat derrière. Et ensuite, deux choses. On convertit notre réponse en HTML pour apporter la réponse et on envoie le mail. Donc là, on est vraiment sur un scénario relativement accessible. Et d'un autre côté, on va récupérer le numéro de téléphone de la personne qui nous a contacté, la ville d'où vient la personne. C'est les données dont avait besoin notre responsable événementiel. Hein. J'ai vraiment fait spécifiquement par rapport à ses besoins. Et la date de réception du mail, et ensuite il met à jour le registre des réponses. Et c'est ce fameux registre que nous allons voir maintenant. Donc là, vous voyez, j'ai pris cet exemple-là. Donc c'est l'une des. Alors là, voilà, samedi 7 juin à 8 heures, parce qu'il y en a tellement, il y en a plus de 550, je crois qu'aujourd'hui, qui ont été gérés. Le samedi 7 juin à 8 heures, donc c'est Otto qui renseigne ça. Cette adresse mail-là, donc la compagnie Amusique, a essayé de contacter Marie pour avoir la démarcher sur programmez-nous sur cette période-là. Et du coup, Otto a répondu en le nom de notre responsable événementiel de façon personnalisée pour dire voilà, c'est pas possible pour cette année, mais par contre, ce que vous proposez, c'est bien.
et on verra l'an prochain. Là, j'ai peut-être pas pris le meilleur exemple, mais par exemple, il y a des violoncellistes qui l'ont contacté et lui, il a répondu pour dire: «Ah bah, c'est super ce que vous proposez, au niveau du violoncelle, mais cette année, c'est bouclé, il faut pas hésiter à revenir l'an prochain ou à se rapprocher d'une autre personne qui s'occupe de ce type de programmation». Donc cette situation de gestion automatique des mails, elle n'est pas isolée et c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est qu'une fois que vous avez développé ça une fois juste pour, l'événementiel, il y a d'autres personnes qui ont des cas similaires et là, vous allez donc avoir le pôle accueil qui reçoit des demandes quasiment, tout le temps les mêmes. Ça leur représente 12 heures par semaine à récupérer. C'est chiffré, hein, c'est eux qui m'ont donné les infos. Classement de meublé, donc toute la partie, classement de meublé, 7 heures par semaine. Événementiel, on l'a vu, c'est 2h20 à 4h40 par semaine en fonction de la quantité de mails qu'elle va recevoir. RH, donc vraiment tous les secteurs, hein, 30 minutes par semaine et la comptabilité, alors là, je trouve que c'est un délire, c'est 15 heures par semaine à récupérer pour une personne, juste sur cette partie-là de réponse automatique aux mails. Moi, à chaque fois, j'arrive à être auto-bluffé parfois de ce que l'on met en place. Et moi, pour le coup, par rapport à mon boulot, je n'ai pas du tout ce besoin. J'ai pas ce besoin de réponse automatique au mail, donc je l'ai découvert en fait avec les audits. Donc, c'est donc un soutien pour l'événementiel, mais aussi parce que du coup, l'événementiel, il y a d'autres besoins en plus que de la réponse automatique au mail. Ça va être l'automatisation de la création de contrats et rangement de la documentation dans votre SharePoint ou OneDrive. Un agent IA, donc là, on parle plus d'automatisation, on va parler d'un agent IA qui va être capable de réaliser les feuilles de route. Et là, vous voyez, on peut gagner pour la responsable événementielle, alors que l'événementiel, c'est pas forcément un boulot, on va être tout le temps derrière l'écran, entre 21 heures à 23h30 par semaine. Alors, vous en faites pas, là, je vous montre des exemples assez gros, mais j'ai des postes où, par contre, à contrario, on ne gagne pas plus que 5 heures par semaine. Mais c'est déjà pas mal quand même, c'est ça le prix. Et bien d'autres, après j'ai repris d'autres exemples de solutions qu'on pouvait avoir, qui retombaient un peu dans tous les services. Les agents IA, alors non, pas dans tous les services, celui-là je l'ai sorti parce que c'est absolument fou. Les agents d'accueil dans les offices de tourisme, ils ont 3000 documentations et nous, on nous demande de tenir un stock de ces documentations, pour pouvoir savoir, combien il en reste et ensuite repasser une commande. Aujourd'hui, l'agent d'accueil, donc ils se mettent à 3 sur cette tâche. Il y en a un qui compte, l'autre qui va chercher dans un énorme tableau le document en question, remplir le stock et ensuite envoyer un mail si le stock est en dessous du stock minimum à la personne pour en récupérer. C'est un boulot de fou. On peut récupérer 29 heures par semaine. Alors, il ira pas dans le stock, le robot, pour compter le nombre de documents qui restent, hein, bien entendu. Mais derrière, sur tout ce qui va être saisi et envoi du mail automatique, c'est automatisé. 29 heures par semaine. Je vous laisse imaginer, c'est la folie. Prix et classification de mail, voilà, pareil, c'est ce que je vous disais. Et l'agent IA, donc là, je sais que c'était même des besoins pour Nadège, on en a discuté, sur la veille informationnelle. Et notamment aussi à partir des mails et des Teams. Et tout ça, ça vous fait gagner un temps fou. Donc dites-vous qu'à chaque fois, c'est des petites pierres qu'on additionne et puis ça commence à faire un peu de temps. Donc un autre exemple, on va passer sur la partie administrative. Alors là, j'ai dû faire des schémas tellement, en fait, finalement, sur l'administratif, c'est super complexe, les procédures. Donc là, on va parler du avant, sur la génération des ordres de mission. Je ne sais pas si ça vous parle. Nous, les ordres de mission, c'est on se déplace, on fait un ordre de mission pour dire où est-ce qu'on va, avec quoi, à quelle heure on revient. Là, l'agent, donc avant, donc c'est-à-dire moi, par exemple, je dois penser à faire mon OM, à le ranger dans le SharePoint à l'endroit que ma responsable veut qu'il soit rangé. Il faut que je le transfère à ma responsable. Et en fait, la méthode est différente en fonction du nombre de responsables de pôle qu'il y a chez nous. Donc là, ça commence déjà à devenir compliqué. Et ensuite, tous les responsables envoient dans un canal Teams, donc c'est pas vraiment le meilleur endroit pour déposer les pièces jointes, surtout que c'est finalement pas trié, à la RH. Et derrière, ensuite, la RH re-range dans le SharePoint le document. C'est-à-dire que le document, il est rangé 2 fois.
Vous voyez, la façon de perdre l'ordre de mission est hyper facile, puisque finalement, il y a tellement de transitions que ça en devient très compliqué. Et ça, c'est un besoin qui est pour tous les agents de l'office de tourisme chez nous. Ordre de mission, donc une fois qu'on a fait notre mission, on a parfois des frais de mission. C'est pas fini l'administratif, hein. Accrochez-vous. On doit penser à faire sa demande de remboursement de frais via forme. Bon, généralement, on pense toujours à se faire rembourser. Mais après, l'ARH, elle doit trouver l'ordre de mission correspondant qu'elle a rangé dans le SharePoint et s'assurer que tout est en règle. Et une fois que tout est en règle, elle range la demande de remboursement dans le SharePoint avec l'ordre de mission. Ça paraît être pas grand-chose. C'est à chaque fois 3, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Mais finalement, en fait, c'est super compliqué. Parce que toute cette procédure-là, elle est multipliée par le nombre de personnes qui font le déplacement. Donc, c'est un truc de fou. Et après, il faut remplir un tableau de remboursement. Donc, c'est-à-dire que vraiment, ça va très très loin au niveau de cette procédure. Mais heureusement, tout ceci est terminé. Et malheureusement, elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle a pu en témoigner auprès de Nadège la semaine dernière, hein, quand on en a discuté, que ça fonctionne très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on remplit un Forms. Donc l'humain, l'agent remplit un Forms. Otto arrive, il crée l'ordre de mission, c'est-à-dire il va concevoir l'ordre de mission tout seul, il va créer le remboursement de frais de déplacement et il envoie au responsable attitré de chaque agent l'ordre de mission généré. Ultra important, donc l'ordre de mission est généré une première fois et il est envoyé par mail au responsable de pôle. Le responsable de pôle valide ou ne valide pas. Et s'il valide, Otto va donc régénérer l'ordre de mission avec la signature du responsable de pôle, parce que c'est ultra important. Il va ranger une seule fois le document dans le SharePoint à l'endroit que notre responsable RH aura voulu qu'il soit rangé. Il en informe donc les ressources humaines, parce qu'il faut se dire que quand tout travaille tout seul, il faut qu'on soit au courant quand même que le travail soit fait. Donc, il va informer la ressource humaine et l'assistante administrative que la tâche est terminée. Il transmet, en plus de ça, ensuite, à l'assistante administrative toutes les informations nécessaires à inscrire dans le tableau des frais de déplacement. Donc là, où avant, l'assistante administrative devait aller de son côté chercher l'OM pour voir quelles étaient les informations à récupérer, voilà. Et bien là, Otto lui envoie un mail pour lui dire dans le tableau, tu as juste à remplir ça. En fait, et en fait, il n'y a pas de possibilité d'erreur parce que ce sont les données qui sont introduites dans le Forms au départ. Et enfin, après, l'agent, il faut quand même qu'il transmette ses justificatifs de dépenses et ça, malheureusement, on ne peut pas l'automatiser. C'est-à-dire qu'il faut qu'il envoie à la RH ses frais bancaires, enfin, je ne sais pas comment ça se déroule parce que je me déplace rarement, mais voilà, les justificatifs de dépenses, derrière, elles sont, voilà, il faut quand même les envoyer. Et l'assistante administrative, elle n'a plus besoin d'aller chercher l'information, elle fait juste un copier-coller depuis son mail dans le tableau des frais. Alors, maintenant, on va passer à l'accueil. Des points communs pour tout le monde, avec deux problèmes pour l'accueil. La qualification de la donnée et répondre aux questions récurrentes. C'est vraiment les deux gros sujets de l'accueil chez nous. Je vous donne un contexte, pareil. Donc, le conseiller en séjour, il a pour mission d'établir une liste complète de restaurants sur le territoire afin d'identifier ceux qui ne figurent pas dans notre base de données. Et en parallèle, il faut qu'il s'occupe des personnes qui viennent en présence, enfin, j'appelle ça des clients, mais des visiteurs qui rentrent dans l'office de tourisme et qui ont besoin de renseignements. Et en plus de ça, il faut qu'il s'occupe de mettre à jour certaines fiches Apidae. Donc là, on retrouve finalement votre problème de qualification de la donnée. Et c'est là que ça devient intéressant. On a donc, vous voyez, on retourne sur GPT Agent. On va avoir une demande qui va être je veux savoir quels sont les établissements type restaurant qui ne sont pas dans notre base de données Apidae, qui n'ont pas demandé à être mis sur Apidae. Ça, c'est une demande, enfin, c'est une demande de notre direction qui arrive régulièrement, ou en tout cas au niveau de l'accueil. Et bien, avant, il fallait faire cette recherche à la mano. Aujourd'hui, avec GPT Agent, donc finalement que vous pouvez utiliser vous aussi, voilà, on a ici toutes les informations. Alors attendez, je ne suis pas sur le bon écran. Voilà, toutes les informations. Il y en a plus de 200. Et à chaque fois, vous imaginez s'il fallait faire un copier-coller de tous les liens, de toutes les informations. Tout est rempli par ChatGPT.
Et il n'a plus besoin de le faire, en fait. Il peut s'occuper à 200% de la personne qui est devant lui à l'accueil. Ce travail-là va être réalisé par GPT Agent. Et ça, pour 20 € par mois dans votre abonnement GPT+, vous allez pouvoir le faire. Donc ça, c'est une première solution. Parce qu'il y a la deuxième solution qu'on a vue par rapport à la recherche d'informations automatiquement avec Happy. Mais ça, on va le voir juste après. Et ensuite, on va voir rendre autonome, donc c'est justement là, rendre autonome la base de données, la mise à jour de la base de données touristique. Donc là, on change d'agent IA pour éviter qu'il y ait des nœuds justement au niveau de nos agents. On va passer sur un autre agent qui s'appelle Appidia. Vous voyez où je me suis inspiré, hein. Je ne suis pas allé très très loin. Appidia, j'ai passé plus de temps pour le développer que pour réfléchir sur le nom. Bon, donc comment ça se passe? Aujourd'hui, je reçois le flux de chez Appidae dans une base de données. Donc là, pour le coup, je ne veux pas vous parler chinois, mais j'ai une information qui est mise à jour sur Appidae. Appidae envoie un signal à notre base de données et dit voilà ce qui a été mis à jour. Donc là, il faut soit créer une nouvelle ligne avec la fiche, soit mettre à jour le contenu, soit la supprimer, parce que ça possède une suppression de fiche. Là, on a donc ce travail-là qui se fait de façon complètement automatique. Il met à jour le contenu, il met l'information sur une base de données. Et là, vous allez me dire, bon, OK, c'est déjà pointu, mais au moins c'est fait. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est qu'il va venir rechercher les informations automatiquement pour mettre à jour les bases de données touristiques. Et donc là, Appidia va aller rechercher, donc moi je vais vous parler concret, avec le module de ChatGPT, ou ça pourrait être Perplexity aussi, ça marche aussi, avec le module de ChatGPT, la recherche d'informations sur Internet et la sourcer. Et une fois qu'il a retrouvé l'information, qu'il a rempli l'ensemble des informations liées à la fiche, ou qu'il la met à jour, il va l'envoyer directement au propriétaire de la fiche. Parce que dans une fiche Appidae, il y a toujours le contact du propriétaire d'une fiche. Le propriétaire valide par mail en disant simplement, je réponds au mail en disant oui, voilà, c'est bon, toutes les informations sont exactes. Il va dire, il a la possibilité de modifier directement depuis un back-office. Donc là, il faut savoir qu'avec l'IA, vous pouvez utiliser des outils, je vous donne, allez, c'est gratuit, vous pouvez utiliser des outils comme Lovable, qui vous permet de créer un back-office pour vos CMS ou même pour la création de sites Internet et d'autres. Là, on commence à rentrer sur du technique. Et il modifie directement ces informations dessus. Parce que bien entendu, il n'accepte pas au tableau et fait les modifications directement. Il soumet du coup la demande de modification. Qu'est-ce qui se passe derrière? Une fois que les modifications elles sont apportées et qu'on est sûr que la donnée est bonne, on renvoie l'information à Appidae pour que les informations qui remontent derrière soient bonnes. Et on utilise la base de données Appidia pour d'autres projets avec Lovable. Donc là, ça peut être de la création de sites internet où on veut faire remonter toutes les informations touristiques que vous voulez. Les possibilités sont multiples, les solutions sont infinies, mais encore une fois, il faut que ça respecte le cadre stratégique qui est défini au niveau de l'Office de tourisme. Et c'est là, attention, on peut vite fait partir dans des choses qui ne répondent pas à notre besoin. Là, je vais vous montrer le résultat de notre petite expérience de tout à l'heure. J'espère, donc j'aurai la surprise avec vous, j'espère qu'on n'aura pas de soucis. Et là, en attendant, je vous montre en accéléré comment ça se passe, parce que ça s'est fait en 26 minutes. Donc c'est un exemple que j'avais utilisé auparavant. Et vous voyez, les cellules se remplissent toutes seules, hein. Vraiment, il y a rien de fait. Et de l'autre côté à droite, vous voyez les sources d'informations. Il y a tout qui se complète. Donc je vais vous montrer le résultat. Donc vous voyez, je n'ai pas triché, hein. On était en train de discuter, sinon c'est vraiment que je suis trop fort, je suis capable de vous parler tout en faisant la recherche d'informations. Mais ça, vous découvrez un peu du coup mon quotidien, où les choses se font derrière moi. Donc, je sais plus qui avait mis la boulangerie au pavé. Ah bah oui, c'était toi, Nadège. Donc là, j'ai la description de la boulangerie, l'adresse, la ville. Est-ce que c'est bien Aix-en-Provence? Voilà, j'ai signe de oui de la tête. Le numéro de téléphone, le téléphérique des glaciers de la Meige. Voilà, je nous regarde. Donc, le téléphérique des glaciers de la Meige et le téléporté emblématique de la Grave, reliant le village au col des Ruyances, au pied du glacier de la Girose pour des panoramas d'exception et un accès à la haute montagne en été comme en hiver. L'adresse, pareil, la ville, donc la Grave.
et il y a 2 numéros de téléphone, donc voilà, qui ont été trouvés. Donc voilà, donc vous voyez là, on a tout sur chacune des 4 établissements, on a donc les informations qui ont été trouvées. Je vois qu'il y a une erreur quand même, mais en fait l'erreur, elle est surtout qu'il n'a pas repéré que le numéro de téléphone avait été mis ici. Ah, juste Quentin, je me permets de réagir. C'est vrai que tu vois, la boulangerie du Pavis du Roi et Jérôme à l'Office d'Aix le fait remarquer. Tu as deux adresses. Alors, tout à fait. Donc ça Eh demande ben, quand même de revérifier. eh ben, c'est une très bonne remarque. On va essayer de voir du coup pourquoi il nous a sorti ces 2 adresses, parce que du coup, il faut une explication. Il y en Eh a ben, une. l'explication, elle se trouve au niveau des sources. Donc ça veut dire que pour cet établissement, il y a 2 adresses qui ont été indiquées, qui sont visibles quelque part sur Google. Et les sources d'information, elles sont là. Donc là, vous voyez, on est typiquement sur une faille. C'est parfait. C'est super que du coup, ça a été sorti. Et j'ai vu qu'il y avait un autre établissement qui était dans ce cas-là aussi. Donc c'est possible que la boulangerie ait changé d'adresse à un moment donné. Je ne sais pas, je connais pas du tout cette boulangerie. Mais donc voilà, on a toutes les informations derrière qui permettent de voir où sont trouvées les infos qui remontent au niveau du contenu et qui sont proposées ensuite aux prestataires de services. Donc pour les prestataires, parce que là on parle nous d'office, mais imaginez aussi que du coup, les prestataires de services, où avant on faisait 4 campagnes pour leur demander de mettre à jour leurs fiches et qu'on avait un retour à peu près 40%. Imaginez que demain, enfin, c'est même pas imaginer, c'est concret. C'est aujourd'hui, ils ont ces informations-là qui remontent. Ils ont juste à modifier le peu d'infos qui remontent. Et s'ils veulent savoir pourquoi on a trouvé des informations qui ne sont pas forcément bonnes, on peut leur dire où est-ce qu'on les a trouvées. Voilà. Ça, c'est le côté fortiche du système. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires, du coup, sur ce sujet. Non, juste même chose pour le restaurant. Il a indiqué 3 communes différentes. Ouais, Mougins, Fréjus. Et après, c'est possible qu'il y ait plusieurs restaurants à l'Amandier, hein. Oui, comme on n'a pas précisé la ville initialement, il y a Exactement. peut-être plusieurs restaurants qui ont le même nom en France et du coup, Part du principe que quand tu synchronises les données d'une fiche Apidae, il y a déjà les informations c'est ça. de la ville au moins. Et je vais vous montrer, parce que c'est vrai que c'est intéressant, c'est des remarques qui sont très intéressantes. Voilà, là c'est comment j'ai construit du coup mon scénario, ce que vous voyez, je n'ai pas forcément prévu de le montrer, mais vous voyez que quelle est l'adresse de cette entreprise? Il avait ici des informations en annexe qui sont normalement les informations qu'on a déjà d'Apidae. Et là, en l'occurrence, il n'avait que le nom de l'entreprise. Mais c'était pour vous montrer qu'on pouvait aller très très loin juste avec juste le nom d'une entreprise. Mais à partir de là, il aura un minimum d'informations. Il y aura forcément le nom de la ville, donc il ne pourra pas se tromper sur le lieu. Après, l'idée, c'est de vraiment montrer quand on recherche l'info derrière. Aujourd'hui, il n'y a pas d'erreur là-dessus, puisqu'il y a vraiment déjà des pré-infos qui sont données. Il n'y a pas forcément la description, mais si on lui demande d'aller rechercher du coup à Aix-en-Provence, oula, je montre autre chose, c'est pour après. Si on lui demande de montrer à Aix-en-Provence, de rechercher à Aix-en-Provence la boulangerie au pavé du Roi, il trouvera les informations vraiment bien précises. Et on continue. Donc voilà, ça c'était pour notre premier cas pratique. Et là, vous avez vu, on était en train de discuter et le travail s'est fait tout seul derrière. Et surtout qu'au final, les corrections sont réalisées par l'humain. Donc vous voyez, il y a toujours ce garde-fou à la fin qui fait que l'information sera toujours vérifiée par un humain, au final, qui est souvent du coup la plus qualifiée pour vérifier ça. Là, c'est des chiffres qui font très peur. Donc, rendre autonome la mise à jour de la base de données touristique avec Apidia. La plage d'intervention, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toujours la même fiabilité. Et le nombre d'actions effectuées sur le mois d'octobre, c'est 47 892. Bon, autant vous dire que moi, personnellement, j'y arriverai pas tout seul. Travail de l'agent IA, il a travaillé 40 heures par mois. De travailler 40 heures par mois, moi, ce n'est pas un problème, puisque de toute façon, c'est pas moi qui fais le travail. Temps de travail équivalent humain, 600 heures par mois. Vous imaginez l'investissement pour obtenir ces résultats par des agents d'accueil dans un office de tourisme et c'est 600 heures par mois. Et du coup, pour avoir la même performance, donc là, je ne parle même pas en termes de salaire, mais juste pour avoir la même performance, c'est 22,80 €. On a fait le calcul avec ma direction par un agent. Et surtout, j'ai envie de vous dire, quelle est la valeur ajoutée pour un humain d'aller chercher l'information sur Internet et de faire des copier-coller dans un tableau? Par rapport à ce que tu as dit juste avant, Quentin, on a Laura qui demande si, tu sais, pour la mise à jour de vos données Apidae,
Oui. Si du coup, en automatisant ce procédé, vous ne contactez plus du tout vos prestataires. Si, 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 oh, si. Parce qu'en fait, alors oui, c'est vrai que je suis pas rentré dans le détail jusque-là. Après, c'est vrai que c'est pas non plus mon champ d'action. Parce que moi, je suis chef de projet web. Mais on a toujours les meublés la classification de meublés de tourisme qui fait qu'on est toujours en contact avec les prestataires. On a, oh, j'ai oublié son nom de poste, mais une des filles de chez nous qui regarde le webinaire en ce moment, justement, plein de bisous d'ailleurs, et qui intervient, qui est en contact avec la plupart des prestataires. Donc non, il y a quand même du contact. C'est juste le procédé de mise à jour de ces fiches-là. On ne perd pas l'humain, c'est très important. C'est le procédé de ces mises à jour qui qui est automatisé. Je ne sais pas si ça répond à sa question, mais du coup, il y a toujours beaucoup d'humains. L'office de tourisme humain ne disparaît pas. On passe au deuxième cas pratique. Réponse aux avis Google. Je ne sais pas pour vous, mais nous, au niveau de notre OT, on a 8 fiches établissements à gérer. 8 fiches établissements, ça veut dire 8 fiches où on va potentiellement avoir des avis qui tombent régulièrement. C'est un truc voilà, c'est un truc de fou. En termes de gestion, ça me demandait énormément de temps sur mes tâches de chef de projet web. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce scénario qui m'a permis de contourner les restrictions de Google, parce que Google restrictionne l'accès à tous leurs outils, quasiment, à part Gmail, et vous montrer comment, du coup, aujourd'hui, je gagne un temps fou, rien que pour la réponse des avis et fournir des avis différents qui respectent les règles en termes de SEO aussi, parce qu'il y a un peu de règles SEO pour nos fiches établissements. Et voilà. Donc là, on a un scénario. On va regarder dans mes mails, parce que vous savez, quand vous avez un nouvel avis Google, vous le recevez souvent par mail. Je reçois un avis Google par mail, c'est un déclencheur. Je convertis la date du mail, qu'on va réutiliser pour la mettre dans le tableau. Là, vous voyez le 6 septembre 2025. J'extrais les informations de l'avis. Donc, pareil, tac. Les informations, c'est le nom du commentaire, lequel établissement et l'avis en question. Et là, je vais sur Data for SEO. Ça, c'est une petite astuce. J'ai passé un temps fou à chercher comment passer outre les restrictions de Google. J'utilise Data for SEO pour récupérer le tout dernier avis Google qui est apparu sur la fiche en question. Sachant que c'est une automatisation qui se lance quasiment toutes les 2 heures, pour vous dire. Et du coup, j'ai l'avis en question. Et derrière, donc j'ai la note également. Et derrière, je dois fournir une proposition de réponse. Je lui en demande 3. Il me met une proposition de réponse, il ajoute dans le tableau. Une deuxième proposition de réponse, il ajoute dans le tableau. Une troisième proposition de réponse, et il l'ajoute dans le tableau. Et à la fin, comme le travail il est fait, on se rappelle toujours de cette notion-là, et ben si Quentin il a toujours pas répondu à l'avis Google, et ben ce serait bien de le prévenir qu'il faut qu'il fasse son travail. Donc ça arrive que de temps en temps, je me fasse engueuler par Otto lui-même, qui va me dire, Quentin, il faut que tu répondes à l'avis Google et que je t'ai fait des propositions de réponse. Donc fais juste un copier-coller parce que dis donc ça prend 3 plombs, ça prend pas 3 plombs, c'est moi qui ai fait le travail. Et là, je reçois par Telegram, on va vous faire la démo en direct tout à l'heure, la notification qui dit que j'ai reçu un avis Google. Nouveau cas pratique. Et là, je pense que c'est vraiment, vous voyez, je m'amuse beaucoup dans mon travail. Euh, on va se projeter un petit peu. Est-ce que vous serez des clients satisfaits? Aujourd'hui, on a Otto qui a ouvert une chaîne de restauration, Webifood, webinaire, food. Vous voyez, vraiment, je vais jamais très loin pour chercher les idées. Et en fait, vous avez tous testé le dernier Webi Burger de Otto. Et c'est à vous de me dire si vous êtes satisfait ou pas de ce burger. Donc, comment on va faire pour l'exemple? Normalement, vous avez compris, tout est automatisé, mais là, on va le déclencher volontairement pour que vous puissiez participer. Vous envoyez un mail à auto.tourisme@gmail.com. Donc là, vous allez lui écrire finalement directement. En sujet, vous mettez votre prénom et ainsi que à laisser un avis et le contenu du mail. Vous mettez votre avis. N'oubliez pas de mettre dans le contenu du mail votre note. Voilà, n'est-ce pas Nadège? Parce que Nadège a expérimenté déjà. Donc voilà, je vous laisse, Je laisse les autres voilà, expérimenter cette fois-ci. je vous laisse faire le test et m'envoyer vos emails.
Et dans trois petites minutes, comme ça, je lance la synchronisation et on va le voir répondre directement aux avis. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai le dernier avis de Nadège qui avait fait le test la dernière fois. Là, je le lance, mais donc vous repartez du principe, encore une fois, que normalement, ça se fait tout seul, hein. Alors, je lance la lecture. On va voir si vous avez envoyé un mail à Auto. Et je vous propose qu'on voit en direct, du coup, les lignes se compléter dans le tableau. Ça va se faire tout seul. Vive les burgers, peut-on réserver en ligne? Alors voilà, c'est Fabrice qui nous a écrit. Et regardez, j'ai reçu une notification en bas à droite de mon écran de Auto qui m'envoie un message pour me dire, hop, j'ai fait une proposition de réponse. Voilà. Et là, je voyais tout est en train de se déclencher. Je ne sais pas si vous voyez la barre de chargement, hop, qui se fait. Là, j'ai Mathilde qui a laissé un avis. Ah bah, vous êtes gentils, vous avez tous mis des 5 sur 5. Et moi, je vous avoue que je l'ai un peu martyrisé, le pauvre, hein. Nouvel avis de Élise. Élise, elle est contente. Ah bah voilà, bon, bah, et vous êtes vraiment, vous êtes des bons clients quand même, hein. Et vous voyez, tout se fait tout seul. Et à chaque fois, je reçois la notification d'Auto qui me prévient du coup qu'il a travaillé. Et voilà, là, il y a encore la notif qui arrive. Donc là, vous voyez, c'est formidable parce que du coup, on- le Spicy Auto Burger. Ah, Cynthia. C'est super. Bon, très bien. Alors, ok. Donc là, vous voyez, on a tous les avis qui tombent. Je vais prendre le Spicy Auto Burger. Ça me fait penser à ma compagne qui aime beaucoup les burgers épicés. Euh, alors, donc là, on va avoir donc l'avis, la note, et ici, parce que c'est important quand même, alors là, je vous parle vraiment de mon métier pour le coup. Quand j'ai un avis Google et que du coup je dois y répondre, j'aime bien savoir à qui je dois répondre parce qu'il faut retrouver les propositions qui correspondent directement à l'affichage sur le site My Business. Donc business profile, je sais plus comment faut l'appeler, il y a tellement de noms, pour pour répondre. Donc là, j'ai l'avis, la note, et ici, j'ai merci beaucoup pour. Alors voilà, les propositions de réponse. Merci beaucoup pour vos superbes avis de 5 sur 5. Nous sommes ravis que le Spicy Auto Burger vous ait plu. Et voilà. Vous voyez, il répond de façon personnalisée à chaque avis. Là, j'ai, eh ben voilà, très bien, quelqu'un qui est modéré sur le burger, pas tout à fait convaincu par ce nouveau burger. Voilà. Emma, eh ben, merci d'avoir pris le temps de partager ton avis sur le nouveau burger. Est-ce que tu as des suggestions pour l'améliorer? Et ça, vous allez voir, c'est hyper important. C'est que toujours poser la question du comment on peut faire pour faire mieux. Et là, on demande directement au robot, enfin donc à Auto, de proposer, de soumettre une idée, demander à une soumission d'idées pour améliorer le service. Et là, j'ai Florence qui du coup m'a pas mis de note. Elle nous a fait comme, comme Nadège la dernière fois. Et là, il me dit, il manque la note sur 5 attribuée à la réponse. Donc là, il peut pas répondre à la question. Donc, des failles peuvent exister, mais comme du coup, il aura forcément la note par rapport au scénario qu'il a fait. Là, c'est parce qu'on l'a construit entre nous. Il y aura toujours une note qui remontera avec une réponse qui sera accordée. Et là, vous voyez, il y a toujours ça. Alors, il y a quand même des cas exceptionnels. Quand vous avez un 1 sur 5 et que généralement, enfin, si ça concerne un office de tourisme et qu'il y a eu un problème et tout, vous pouvez pas copier-coller la réponse du 1 sur 5. Il faut quand même aller creuser le sujet auprès de l'accueil directement pour répondre. Mais dans des cas où vous avez 4, 5 sur 5 ou 3 sur 5, ça dépend parce que certains sont vraiment critiques, on peut avoir on peut se resservir pour répondre. Voilà. Et ça peut être utile aussi, je ne sais pas s'il y a des hôteliers ou restaurateurs ou autres dans ce webinaire, mais parfois recevoir les critiques pas forcément très bien amenées, même un peu piquantes de certaines personnes, ça peut être sympa d'avoir ça pour avoir une façon de répondre de façon plus souple. Je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'elles étaient plutôt contentes d'avoir ça, parce que sinon, ça répondait au tac au tac. Voilà. Donc là, on voit que ça fonctionne bien. Je vais quand même dire que Emma, elle n'est pas tout à fait convaincue de ce nouveau burger. Et alors, on va continuer cette simulation. Et maintenant que je vous ai montré du coup un peu comment fonctionnait l'intelligence artificielle générative, je vous ai montré deux cas d'automatisation. Et si maintenant, on allait faire appel à notre agent IA.
Et il se trouve que Nadège, ici présente, est notre responsable de restaurant. Et moi, en tant que directeur de ce restaurant Webbyfood, il faut que je prévienne Nadège de faire une offre commerciale à Emma, parce que Emma n'est pas tout à fait convaincue de ce nouveau burger. Comment on va faire? Donc là, vous voyez, j'ai mon téléphone. Je pourrais le faire aussi depuis le PC. Mais je vais pas le faire parce que sinon je vais donner l'adresse mail de Nadège à tout le monde. Je suis pas sûr que tu sois très d'accord. Alors c'est un cas que j'utilise très fréquemment à titre personnel. Bon, je précise pas pour tout le monde, hein. Mais je ne réponds pas enfin, ça m'arrive souvent de répondre directement en audio, à demander à Otto de répondre à mes mails. Là, je prends un cas vraiment très très simple parce que je lui demande plein de choses. J'aimerais que tu envoies un mail à Nadège pour lui dire que notre dernière cliente, Emma, n'a pas été tout à fait convaincue du Webby Burger qui est sorti et qu'il faudrait peut-être lui faire une proposition commerciale pour qu'elle revienne et retente autre chose chez nous. Là, Otto, il va se dire merde, depuis quand on a un restaurant, hein, je vous le dis, parce que lui, il est configuré pour se dire qu'on a un office de tourisme. Donc, voilà. Voici le contenu du mail prêt à être envoyé à Nadège. Je ne vous invente rien, c'est sur mon téléphone, hein. Proposition commerciale pour notre cliente Emma. Chère Nadège, je tenais à vous informer que notre dernière cliente Emma n'a pas été tout à fait convaincue par notre Webby Burger récemment mis en vente. Afin de l'inciter à revenir et à tenter une autre expérience chez nous, il pourrait être judicieux de lui faire une proposition commerciale attrayante. Merci de bien vouloir réfléchir à une suggestion qui pourrait la satisfaire et la fidéliser. Cordialement, je lui demande bien entendu de ne pas mettre mon nom parce que ma signature de mail est introduite dans le module directement. Donc là, je lui dis que ça me convient, hein, on est tous d'accord. Je lui dis oui, tu peux l'envoyer. J'aurais pu le dire en vocal, mais je lui écris. Normalement, là, il va me demander l'adresse mail de Nadège. Il va me dire, vous pouvez me confirmer. Voilà, donc là, je remets l'adresse mail. Et Nadège, prépare-toi, tu vas sûrement retrouver dans tes mails très bientôt un mail qui est exactement celui que je viens de lire. Je confirme, j'ai bien reçu. Voilà, affaire réglée. Donc là, vous voyez l'exemple très, très, très simple de l'usage d'un agent IA qui vient de faire le boulot pour moi. Là, j'ai pris le temps de le faire avec vous et tout, mais normalement, moi, ça me prend, je lui dis à la voix et comme généralement, j'écris surtout aux personnes de l'office, il ne me demande pas de valider l'adresse mail et ça part tout seul. Et le problème, il est géré. C'est-à-dire que là où avant, on en allait prendre, alors moi, je suis très long à écrire les mails. Là où j'allais prendre 10 minutes, 10-15 minutes à écrire un mail parce que c'est toujours très complet, bah là je dis toutes les informations à Otto, il les met dans un mail et ça part. Et là j'ai gagné 15 minutes juste avec mon agent. Et pareil pour tout ce qui va être ajoute dans mon agenda telle mission à telle heure, hop, il fait tout. Alors, revenons un peu pieds à terre. Il faut quand même être réaliste. C'est énormément, énormément, énormément d'investissement en termes de temps pour pouvoir mettre en place tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Je ne suis pas arrivé à 80 heures de temps de travail automatisé sur la chefferie de projet web comme ça. Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. J'ai utilisé ChatGPT pour m'assister pour la plupart du temps, parce qu'en fait, finalement, quand on atteint un niveau très élevé ou des demandes qui sont trop spécifiques, on va pas avoir comment dire, on ne trouve plus sur Internet un tuto qui nous permette de réaliser telle mission. Et là, vous voyez, il y a beaucoup d'automatisation. On voit que j'ai travaillé de nuit, où il y a du succès, mais avant le succès, il y a quand même un paquet d'erreurs qu'il faut corriger. C'est pour ça qu'on en parlait, Diane, au tout début de cette présentation. Ça ne fonctionne jamais, ou quasiment jamais du premier coup, surtout quand on vous parle d'automatisation. Il faut avoir un minimum de connaissances dedans, sans pour autant être comme moi, à être à fond comme un fou furieux dans ce domaine-là, mais parce que moi, c'est ce que j'aime. C'est en plus d'être mon métier, c'est ma passion. Mais voilà, je voulais quand même replacer ce contexte-là où ça peut être énormément de temps dépensé pour arriver à des résultats comme ceux que je vous ai présentés, une toute petite partie que je vous ai présentée aujourd'hui. Et voilà, on en arrive à vos questions finalement.
N'hésitez pas à rallumer votre micro hein, pour cette partie-là et pour poser vos questions. Merci Quentin, c'était très intéressant. Avec Alors, plaisir. il y a plein de questions effectivement qui sont posées. Moi, j'en ai une que j'ai notée et que j'aimerais bien avoir ton retour. Par rapport à ça, il y a une question qui était posée sur l'empilement des abonnements Oui. par rapport aux outils, etc. Mm. Aujourd'hui, du coup, par rapport au temps gagné ou à l'économie qui est faite, là, je pense sur la gestion des avis clients, tu as aussi Fairguest qui fait ça, hein, de chez Mm. Raccourci. Mm. Mais du coup, justement, c'est quoi c'est quoi le montant de vos abonnements, du coup? Et est-ce que ça vous a fait faire éventuellement une économie aussi sur les autres abonnements que vous aviez? Ouais, alors massive. C'est vrai que ça fait partie des sujets en une heure, c'est compliqué de le dire, mais c'est massif les économies que vous allez faire. En termes d'abonnement, l'abonnement Make que nous avons, donc, qui permet de faire toutes ces automatisations que tu as pu voir, Aline, que je te dise pas de bêtises, 30 € par mois, je crois. Et quand on utilise des modules comme ChatGPT, deux options. Soit on utilise ChatGPT intégré à Make et ça marche très bien, mais il peut y avoir des petits soucis de fiabilité, comme la semaine dernière quand j'ai fait la répétition, et en fait, cette synchronisation de base de données ne s'est pas bien passée. Donc, j'ai dû tout rebasculer sur l'API de ChatGPT. Mais après, il faut payer l'API à ChatGPT. Et l'API à ChatGPT, par contre, vous mettez 50 €, vous avez large de quoi faire, hein. Donc, on va être très, 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 très rapidement rentable. Je ne peux pas donner de coût précis parce que j'en ai pas l'autorisation. Mais on va être très, très rapidement rentable sur ces outils-là. Le plus cher, finalement, ça va être l'abonnement, parce on a 4 abonnements ChatGPT Team au sein de l'Office de tourisme, donc l'outil de base. Et ça, c'est le plus cher pour nous, c'est 900 €. Mais sur l'automatisation, finalement, ce qui est presque le plus spectaculaire, l'automatisation et les API qui y sont raccrochés, on est sur un budget c'est 400 € par an. Donc autant vous dire, vous vous rendez compte avec 80%, on parle juste de moi, 80% de mon temps de travail économisé, en termes de gains, c'est énormissime parce que c'est du 80% que je réinvestis aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais 20% de chef de projet web et Mm. 80% de référent IA. Oui, parce que du coup, vous vous doutez bien que je ne suis pas là à dormir quand les robots travaillent. Je ne sais pas si ça répond à ta question, du coup. Si, si, ça répond à ma question, je te remercie. Mhm. Là-dessus, j'ai un directeur d'office et je voulais savoir si ça s'était arrivé ou pas, qui m'a dit que effectivement, ils ont plusieurs abonnements ChatGPT. C'est un gros office et ChatGPT les a virés parce que justement, il faisait trop de sollicitations ou je sais pas trop quoi, mais en fait, ils se sont fait exclure, ils se sont fait exclure. Est-ce que vous, ça vous est arrivé? Est-ce que vous avez c'est bloqué quelque part? Est-ce qu'on vous Alors avez un moi, nom? je suis utilisateur de niveau 3 pour ChatGPT. Ça ne m'est jamais arrivé de me retrouver exclu. Bloqué par contre parce que j'avais trop utilisé alors même ça m'est pas encore arrivé de trop sur le modèle ChatGPT 5, mais sur la ChatGPT 4, d'avoir trop utilisé O3 ou O3 Pro, ça m'est déjà arrivé. Ou trop de génération d'images par ses débuts. Mais après, c'est temporaire, c'est-à-dire que ça va durer un mois et après, enfin, en fait, jusqu'à la fin de l'abonnement, avant le renouvellement, et après, c'est reparti. Mais me retrouver banni de ChatGPT, non, ça m'est jamais arrivé. Je connaissais même pas cette situation. Et est-ce qu'on peut, par contre, justement, du coup, pour faire face à ça, est-ce qu'on peut prendre plusieurs outils, puisque tu as ChatGPT, mais tu as Oui. aussi Alors, Mistral ou je sais pas trop quoi là, hein. Je suis pas Exactement. une Moi pro, mais personnellement, alors j'utilise beaucoup ChatGPT, mais j'utilise aussi surtout à côté Claude. Parce que pour moi, chaque LLM, donc Large Language Model, donc c'est ChatGPT, Claude, ont une façon d'écrire, une façon de réfléchir qui est quand même propre alors, il y en a qui sont vraiment très semblables, hein, mais ils sont propres à eux-mêmes. Et par exemple, pour la création, la rédaction de contenu, moi, je vais préférer utiliser Claude que ChatGPT. Par contre, j'irai plus chercher les informations avec ChatGPT que avec Claude.
Donc, il y a toujours des plans B, quoi, en gros, sur ce genre de choses. Mais avant d'en Ouais. arriver à être bloqué parce qu'on utilise trop l'outil, faut quand même y aller, hein. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes peut-être qui souhaiteraient poser une question sur ce qu'on a vu, sur le Juste, ouais, déploiement de... je me permets d'intervenir, Quentin, voilà, en plus des questions qui vont arriver, parce que je reprends un peu le fil du chat. J'imagine qu'il y a quand même des gens qui sont un peu sceptiques sur le temps que tu investis versus le temps que tu gagnes. Mmh. On a eu quelques remarques notamment là-dessus qui remontent en disant bah, finalement 26 minutes pour faire ça, on aurait plus vite fait de le faire manuellement. Ou alors, bah, tu as automatisé 80% de ton temps de travail et bah, en fait, le reste du temps, tu passes ton temps à vérifier ce que tu fais. Voilà. Est-ce que tu Oh, pourrais apporter OK. un éclairage là-dessus? Parce que Ouais, alors, pour la partie de mon temps la partie des 26 minutes qui sont faites, on s'en fiche. Ça peut même prendre 2 heures. Si c'est du travail que vous ne faites pas vous, que le travail, il est fait tout seul. Le machin, il peut prendre 2 heures, que ça ne changera absolument rien pour vous. C'est du temps, c'est même si ça vous prend 3 minutes, vous, bah, c'est 3 minutes que vous gagnez. Et concernant à mon niveau, le temps de travail que je gagne, si je devais être réaliste, je dirais que j'ai passé à peu près 150 heures à développer les automatisations qui m'ont permis de, automatiser 80 de mon temps de travail. 150 heures sur mon temps de travail, du coup, donc on en récupère 80 par semaine, on en récupère 28 par semaine. Faites vite le calcul, je ne l'ai pas là en tête, mais je pense en 3 mois, c'est déjà rentabilisé. La seule chose que j'ai à faire, moi de mon côté, c'est de mettre à jour du coup les API, parce qu'une automatisation, il faut quand même la mettre à jour en fonction des dernières versions de chaque modèle qu'on utilise. Et moi, je pars du principe, vous faites ce que vous voulez, mais il est quand même mieux de vérifier le travail qui est fait par l'IA de son côté. Mais du coup, enfin voilà, c'est hyper rentable, y compris sur un point de vue salarial. C'est ce qu'on discutait tout à l'heure avec Aline dans sa première question. Oui, tu passes pas autant de temps à vérifier que si tu devais faire, donc quoi qu'il en Ah soit, non, mais tu là, vas le gagnant au bout du bout. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là où avant, l'article, s'il fallait que je l'écrive, allez, je l'écrivais en 20 minutes. Là, le auto, il va l'écrire en 5 minutes. Et moi, allez, je vais prendre 5 minutes pour vérifier que tout est OK et cliquer sur le bouton pour publier. Et sachant que ce temps, il diminue de plus en plus parce que en plus, avec les nouveaux modèles que l'on a de ChatGPT notamment, Mm. c'est ceux que j'utilise, c'est de plus en plus performant. Donc là, pour moi, il y a même pas de débat sur cette question. Ouais, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour Thomas, à l'hôtel de Serponçon. Je me permets de prendre la parole parce que j'étais justement à l'origine de ces questions-là. Et il n'y a pas de jugement hein, derrière ces questions, il n'y a pas de scepticisme. Au contraire, moi j'utilise déjà l'IA pas à ce niveau-là aussi poussé. Mais ouais, si, je pense qu'il y a quand même des débats à se poser parce que si on prend ton exemple, là, en gros, il y a un delta de 10 minutes entre les 20 minutes que tu aurais passé toi à écrire ta page et les 5 minutes de l'IA plus les 5 minutes de vérif. Je pense qu'il y a quand même un débat éthique à se poser là-dessus. Gagner ces 10 minutes, est-ce que ça vaut vraiment le coup de vider une piscine olympique pour refroidir le serveur de l'IA quand on est à ces échelles-là, quoi. Je me posais la même genre de questions. Alors, je pense que ça dépend aussi beaucoup de la taille des offices de tourisme, des territoires, du nombre d'employés. L'exemple de l'automatisation de réponse aux avis Google, c'est vachement bien fait, c'est très bien. Mais vous en recevez tant que ça, des avis Google? Ah bah ouais, bah multiplie ça par cet établissement, nous on en reçoit Ouais, très fréquemment. On est facilement à une trentaine d'avis par semaine, à part en hiver où ça ok. diminue un peu. Voilà. Moi, je comprends ce que tu dis. Ah, j'ai une réflexion dessus. Après, je t'avoue que c'est pas moi la partie, je sais que c'est pas mon dada, moi, sur la partie environnement et c'est une vraie question qu'il faut se poser, tu as raison. Je pense qu'aujourd'hui, personne n'a la bonne réponse à ça. Mais moi, j'irais envisager, parce que c'est une réflexion qu'on mène, en fait, un peu depuis CM on the Beach, que imagine qu'on récupère tous 10 de minimum 10 de notre temps de travail. Donc je parle même pas de 80.
Et si ces 10%, tu les utilisais pour pallier finalement pour des actions en faveur de l'environnement. C'est du temps que tu n'aurais jamais pu utiliser si tu n'avais pas utilisé d'automatisation ou d'intelligence artificielle. Mais je comprends largement ton point de vue et ton ressenti. Et pour moi, oui, ça vaut le coup, du coup. Quelqu'un demande, pourrais-tu revenir un petit peu sur la différence entre l'automatisation API Hmm. et l'automatisation UI? Oui, Tu sais, on en a parlé un petit peu au oui. début, mais ça mérite peut-être de réapprofondir un peu le sujet. Je vais revenir même sur la slide, comme ça ce sera peut-être plus clair. Mais c'est bien de poser ces questions. Alors aujourd'hui, on parle surtout d'automatisation API, alors que ce dont on parle le plus loin, c'était l'automatisation UI. L'automatisation API, en fait, pour déclencher les automatisations, on vient se connecter à des modules de votre base de données. On n'intervient pas en front, on intervient directement dans votre back-office. Je prends un exemple pour WordPress. Euh, pour faire les modifications, on va, vraiment l'exemple typique de la présentation, on va venir éditer dans votre base de données l'information. Et ça, c'est de l'automatisation API. Donc, on va utiliser des outils comme Make. L'automatisation UI, du coup, là, on va être sur quelque chose qui prend le contrôle de votre ordinateur, comme si c'était vous qui contrôliez le PC. C'est-à-dire que quand vous écrivez un article sur WordPress, sur votre site internet, vous mettez votre utilisateur, votre mot de passe, vous arrivez sur l'interface WordPress, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, avec GPT Agent. Et ensuite, bah, faites la procédure, aller dans article, créer un article, copier-coller. Ça, c'est UI, du coup. C'est vraiment ce qu'on appelle l'automatisation UI. Alors que de l'autre côté, vous avez des scénarios que vous allez pouvoir mettre en place avec de l'API, où on va juste venir incrémenter des données dans une base de données. On ne passe pas du tout par une interface utilisateur. Je ne sais pas si ça répond à la question, j'espère que oui. C'est parfaitement clair. Merci Quentin, nous dit-on. Donc, c'est parfait. Ah, oui, il y avait quelqu'un qui avait posé la question aussi au début, tu sais, quand on parlait des photos, etc., Oui, sur la gestion des droits à la propriété intellectuelle, quel crédit mentionné, etc. Comment est-ce que vous gérez ça? Du coup, bah, avec les exemples de visuels que tu nous as montrés, que vous aviez partagés, ou même pour les affiches. ouais. Alors c'est très très flou aujourd'hui tout ce qui va être droit à l'image et même sur de la génération vidéo. Enfin, la génération vidéo, on en fait très peu à l'office. Je vais avoir du mal à te répondre à cette question parce que finalement, c'est surtout notre social media manageuse qui gère ça. Mais pour moi, à partir du moment où, comme c'est créé par elle, elle met que c'est la propriété de l'office de tourisme. Je veux pas te dire de bêtises. Là, franchement, j'ai un doute. Mais je pense que comme c'est sa création, même si c'est généré par l'IA, elle met que c'est à la propriété de l'OT. Je te dis peut-être une bêtise. Voilà. Je sais que ce qui se fait aussi, bah, par exemple, on pense à la campagne qui avait été faite, qu'on a tous vue, à la montagne, au début de l'IA. Mhm. C'est de mentionner, en fait, aussi sur sa création que, voilà, c'est quelque chose qui a été fait, Oui, alors ça, en par contre, elle le interne fait. Mm. avec l'aide, de l'intelligence artificielle, et au moins on est clair aussi dans ce qu'on produit. Ça, elle le fait, oui, c'est vrai. Je l'ai pas dit, mais c'est quelque chose qu'elle fait constamment, à chaque fois. Il y avait Sébastien Lafont qui posait la question, quel professionnel, en fait, quel métier peut nous accompagner pour l'analyse et déploiement de ce type de solution lorsqu'on ne maîtrise pas les outils ou lorsqu'on manque de temps? Euh, Alors, c'est c'est une bonne question, Aline. on va demander au pays de Manosque te mettre à disposition pour former justement au niveau de la fédération, de faire des formations au niveau de la fédération des offices de tourisme. C'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut dealer. Non, Effectivement. c'est vrai que là-dessus, je sais pas vous, mais moi j'ai déjà été démarchée par des sociétés pour des applications bien particulières. Donc c'est un peu en fonction de chacun des métiers, sur de la partie justement gestion administrative et comptable, sur des choses comme ça, où effectivement après, ben en fait c'est la solution, c'est l'entreprise qui vend la solution, qui vend aussi la partie paramétrage IA. Donc c'est sûr que c'est compliqué aujourd'hui de trouver quelqu'un qui fait uniquement que
ce paramétrage pour l'ensemble de l'office sur tous les métiers en fait. Après, ce qui est possible de faire aussi, alors on pourra se renseigner s'il y a des professionnels spécialisés dans les offices de tourisme, mais ce qui est intéressant, bah, avec l'exemple de Quentin notamment, c'est que finalement les chefs de projet web aujourd'hui qu'on a dans nos offices, euh, il y a peut-être aussi une formation de ces personnes-là à faire sur le sujet de l'IA. C'est des gens qui, a priori, gérer des projets web, ils savent faire. Donc voilà, c'est peut-être cette dimension supplémentaire avec l'intelligence artificielle qu'il faut aussi développer en interne. Et puis après, il y a les projets par projet. Et bien repenser aussi à ce que disait Quentin au début du webinaire, qui est de pas se lancer voilà, tout azimut sur quelque chose et bien réfléchir dans cette logique de projet. Quelles sont mes tâches chronophages? Stratégie. Quelles sont les problématiques auxquelles je veux trouver des solutions, etc. Et ensuite voir ben, quel est l'outil qui va peut-être pouvoir répondre à cette problématique sans forcément répondre à chaque démarchage non plus, parce que je pense que vous le savez comme nous, sinon on ne s'en sort pas. Je ne sais pas, Quentin, si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est très compliqué de. Alors, il y a des personnes qui sont plus fortes que moi, il y en a énormément, hein. Alors, dans le secteur du tourisme, après, moi, j'avoue que je suis pas très fort en réseautage. Je remercie Aline d'ailleurs et la frotte de Nadège et Diane qui m'ont accompagné parce que moi, je ne suis pas du tout réseautage. Je suis vraiment le technicien geek qui passe sa vie derrière son écran. Mais je connais pas beaucoup de personnes qui ont cette qualification. Après, ceux que je connais, ils sont vraiment très très forts et généralement ils sont à leur compte, pour rien vous cacher. Ils sont même pour certains beaucoup plus forts que moi et je pense qu'eux, ils passent leur vie dessus. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Et aujourd'hui, je pense que pour rejoindre l'idée d'Aline, à part passer par de la formation auprès de personnes qui connaissent déjà, et le but c'est qu'on partage le maximum de connaissances entre nous pour mettre en avant nos destinations, c'est la meilleure des solutions aujourd'hui. Tout à On fait. avait dans l'audience, j'ai oublié son nom, Fabrice, je crois, qui utilisait un concurrent de Make. Je ne sais pas si tu es encore là. Ça aurait été intéressant aussi de voir, toi, ce qui était fait à votre niveau. Alors, le concurrent direct, c'est N8N, hein. Oui, bah, c'est celui-là qu'ils N8N. utilisent, oui. Voilà, que Mm. j'ai cité. Et en fait, N8N, il est très très bien, il est encore plus poussé. Il n'y a pas de système de crédit d'opération comme pour Make. Et les données peuvent être sauvegardées en local sur votre ordinateur, c'est-à-dire qu'elles transitent nulle part. Le seul truc pour annoter, quand on veut démarrer, c'est plus complexe, rien que déjà pour l'installation en termes de local, et c'est beaucoup plus technique. J'ai peur que ça en décourage plus d'un. Moi, j'ai un peu galéré avant. J'ai été pro make et j'ai un peu galéré avant de passer sur N8N pour mes projets perso. Et je sais que il faut partager la compétence. Si aujourd'hui je dois former quelqu'un en interne à l'OT pour qu'il prenne le relais quand je ne suis pas là, faut que ce soit quand même accessible pour la personne qui prendra le relais. Et ça va être compliqué avec N8N, je trouve. Après, c'est mon avis, hein. Mais c'est le plus complet et on peut faire encore plus de choses derrière. Mais peut-être pas nécessaire pour un office de tourisme. Sachant que Zapier, c'est le plus simple, mais là, le problème, c'est que les données sur les serveurs américains. Bonjour, Enzo, office de tourisme de l'Île-sur-la-Sorgue. Bonjour. Bonjour. Non, je fais juste nous, un petit retour d'expérience. En effet, nous, on utilise N8N, mais parce qu'on a pu aussi l'héberger sur notre infrastructure, en fait. On a mis tout ça en place. Et en effet, nous, on l'utilise pour des tâches beaucoup plus poussées, c'est-à-dire qu'on va retraiter de la donnée qui va être injectée après dans notre site par API, etc. Donc, il y a toute cette partie-là et le fait qu'on puisse créer des modules. Si vous avez alors moi, je suis développeur, mais en fait, C'est pas mon cas. voilà, vous pouvez créer des modules en les programmant et en fait étendre à chaque fois vos automatisations, quoi. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus technique et nous on tâtonne dessus, mais euh, mais euh, mais voilà, si vous avez l'occasion de vous y pencher, franchement c'est un très bon outil, quoi.
Ah, c'est Ça super, peut hein. être. Moi, je rejoins Enzo à 200%. C'est vrai qu'on peut faire beaucoup plus de choses. Après, c'est vrai que quand on est dev, ça aide beaucoup. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de moments où j'ai eu même pour la connexion entre la base de données Apidae et Apidia, je peux vous assurer que j'ai galéré. Je ne suis pas du tout développeur et j'ai galéré et j'ai dû demander l'aide justement de développeurs de chez Apidae pour m'aider à amener le projet à bien. Oui, il y avait des questions sur la traduction au moment où tu as fait Ah l'atelier oui. sur les avis clients. Est-ce que, est-ce qu'il est possible d'avoir, est-ce que ton automatisation est en capacité, la langue d'origine quand ce n'est pas un avis français, et s'il y a des propositions de traduction directement dans la langue de Ça se l'avis? paramètre. Je t'avoue que je ne l'ai jamais fait, mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal parce que ça m'est déjà arrivé, c'est une idée, tu vois, d'avoir des avis de d'autres langues. Et nativement, j'utilise ChatGPT du coup pour faire les réponses. Si on lui pose le prompt en français pour lui demander de répondre à un message qui est anglais, il peut normalement, alors je sais pas, là j'avoue que c'est un cas assez particulier, faire la réponse directement en français, mais ça peut être demandé que si jamais le sujet est en anglais, enfin, tout est personnalisable, hein. Si le sujet est en anglais, alors répondre en anglais. Je me souviens plus, j'ai plus de souvenirs là de cas où j'aurais eu un message en langue étrangère parce que généralement je nettoie la base et après je supprime, donc j'ai posté. Mais là, en tête, j'ai pas directement d'idée de comment il réagit face à ça. Oui, mais a priori, en effet, si tu lui dis dans le prompt, il est capable de Ouais, détecter la pour langue et le de coup, là, s'adapter. ça me prend 5 minutes de rajouter cette ligne-là, même pas dans le module. Oui, merci encore, juste parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Enfin, souvent, j'en ai vu des formats, enfin, des mini réunions IA, on a eu plein d'ateliers, etc. Là, je trouvais que c'était très concret. C'était peut-être trop technique pour certains, mais je trouvais que c'était vraiment complet et ça ouvre le champ des possibles, quoi. Donc, merci beaucoup, Quentin. Merci à toi, c'est très gentil, merci beaucoup. Comme l'a dit Enzo, c'est quand même très technique, et c'est vrai que Diane, elle l'a rappelé au début, on n'était pas là pour dire c'est la voie qu'il faudra emprunter demain. C'était un des champs des possibles. Si pour des petits offices qui n'ont pas les compétences en interne, n'ont pas le budget, sont un peu réfractaires à l'IA, qu'est-ce que tu conseillerais? Par quoi tu leur conseillerais de démarrer? Alors déjà, si ils n'ont jamais utilisé l'intelligence artificielle, commencez par ChatGPT ou les bases pour la génération d'audio, comme on l'a vu avec les ateliers, enfin, avec la démo. Et après, moi, je conseille vraiment, si vous avez jamais mis la main dedans, de commencer par Make. Du coup, vous n'avez pas besoin de payer. Il y a une offre gratuite, donc vous n'aurez pas accès aux agents, mais je pense que quand on commence, on n'a pas besoin d'accéder aux agents. Vous pourrez mettre 2 scénarios en simultané, faire vos propres essais et commencer par des scénarios simples. Alors là, des scénarios simples avec de la gestion de mail ou quoi, ok, c'est des tutos sur YouTube, vous en avez des centaines. Vous avez Make Academy qui vous permet gratuitement d'accéder à des mini-formations sur comment utiliser leurs outils. C'est très rapide et au moins vous aurez les premières mains dans le cambouis, j'ai envie de vous dire, et vous verrez que si vous êtes comme moi, vous aurez tout le temps envie d'aller un peu plus loin au fur et à mesure de ce que vous mettrez en place. Mais on commence toujours par quelque chose de tout petit et puis vous verrez que progressivement, ça va prendre de l'ampleur quand vous verrez le temps que vous gagnerez de votre côté. Bon, moi, je pense que ça peut être le mot de la fin. Donc, voilà, on se donne rendez-vous, on vous renvoie tout. Donc, en plus, vous aurez la présentation si jamais vous avez oublié des choses, que vous n'avez pas tout noté, etc. Vous aurez la présentation aussi sur laquelle vous appuyez. Et encore une fois, surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui surviennent plus tard, à nous contacter par mail, téléphone, etc. Et on fera au mieux pour vous répondre. Nous ne sommes pas spécialistes comme Quentin, mais éventuellement, on pourra vous remettre en relation avec Quentin ou avec d'autres qui ont plus de compétences sur sur ce sujet-là que nous. Et Merci à j'espère tous. tout le monde a pu profiter de son café ou de son thé ce matin. Oui. À Au bientôt. revoir. Merci, à Bon bientôt. Au revoir. appétit.